Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner avec un numéro spécial Mailbag où nous allons répondre aux questions des auditeurs. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai l'honneur de saluer. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Te voilà de retour mon Charlie. Et oui, après une petite semaine d'absence. Ouais, moi je suis en pleine semaine de vacances là, tu vois. Je suis de retour spécialement pour le podcast. C'est à ce point-là qu'on est engagé dans la réalisation de cette histoire. C'est beau. C'est beau, hein ? Ouais, c'est beau. Mais c'est un moment sympa, j'adore le mailbag, j'adore les questions qu'on a reçues. Merci à tous les auditeurs d'ailleurs qui ont participé à ce mailbag, qui ont envoyé leurs questions, envoyé leurs réactions et tout ça, ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui ont eu un petit mot gentil sur le podcast, ça fait vraiment très 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 plaisir de vous lire et d'avoir un retour comme ça, c'est vraiment très très cool. Charlie, on va essayer de traiter à peu près toutes les questions qu'on a reçues, qu'on a globalisées sur certaines thématiques éventuellement. Voilà, il y a des fois des thèmes qui reviennent et qui sont à peu près similaires, donc on a essayé de réunir tout ça. Et on va attaquer d'abord avec une première question, une question de Benoît. Benoît qui nous demandait quel était le joueur surprise pour nous de cette saison. Et moi, j'ai immédiatement, je suis très content d'avoir eu cette question-là, Benoît, parce que justement, c'est un joueur dont on va plus parler dans le podcast prochainement, mais c'est Toumani Camara des Blazers. C'est un joueur qui, je trouve, a montré énormément de choses là ces dernières semaines avec les Blazers. Les Blazers qui ont eu un très très bon passage. Et c'est depuis quelques semaines maintenant. Ils battent vraiment des très très bonnes équipes. Et défensivement, Toumani Camara, c'est un joueur que je trouve absolument fascinant. Alors tu sais très bien, Charlie, que c'est le profil de joueur que j'apprécie. J'ai vraiment eu un faible pour ce genre de joueur. Et Toumani Camara, c'est vrai que c'est un joueur qui pour moi, je n'attendais pas à un joueur de ce calibre. Je voyais bien son potentiel, je voyais bien ses capacités sur le terrain, mais je trouve qu'il peut vraiment devenir un joueur de 5 majeurs et un joueur important dans une rotation NBA, ce qui n'était pas forcément évident. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est extrêmement impressionnant défensivement. Ce qui est notamment beaucoup mis en avant, c'est sa polyvalence. Il est capable de défendre sur des meneurs comme sur des grands. D'ailleurs, c'est Thinking Basketball qui a sorti une vidéo sur lui la semaine dernière, je crois. Ouais, tout à fait. Ben Taylor qui le compare un peu à un jeune Scottie Pippen. Ouais. Et je suis assez d'accord avec. J'ai beaucoup aimé la comparaison en tout cas. Après, s'il a la carrière qui suit, ça serait fou. Incroyable, ouais, bien sûr. mais j'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais, et le titre de la vidéo est très drôle parce que c'est justement axé là-dessus. C'est le titre de la vidéo, c'est le 52e pick qui peut garder à la fois Jokic et Damian Lillard, et c'est tout à fait ça. Il est très impressionnant et effectivement, je comprends tout à fait ton choix. C'est un joueur qui est en train de montrer cette saison qu'il a en tout cas le profil pour, comme tu l'as dit, s'inscrire dans un sac majeur d'une équipe ambitieuse. Et c'est qu'un sophomore, il a 24 ans, mais c'est que sa 2e saison, il me semble. Donc j'ai très hâte de voir comment il va se développer parce que c'est un profil qui peut être extrêmement intéressant. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur qui peut compter. Alors je pense que les Blazers ont tout à fait conscience de la pépite qu'ils ont entre les mains. Et c'est pas forcément un joueur, voilà, comme je disais, que j'aurais vu à ce niveau-là, en tout cas en termes de potentiel. Son potentiel est vraiment énorme à mes yeux. C'est vraiment des joueurs comme ça qui, pour moi, quand tu les vois jouer, tu comprends qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer sur le terrain. Il a une vraie intelligence de jeu, il a une vraie capacité d'anticipation défensivement. Offensivement, il montre des vrais progrès. Il a plus de 36% de réussite à 3 points. Ouais, c'est ça aussi. Alors, ouais. Il a 4 tentatives par match. C'est pas un petit échantillon. On n'est pas sur un petit volume de tentatives. Donc, sachant que c'est pas la première option. C'est pas un joueur qui a des tickets shoot. Il prend ses shoots par défaut, on va dire, dans cette équipe. C'est pas lui le centre offensif de l'histoire. Mais si c'est un joueur justement qui est capable d'exister auprès de gros scoreurs et de s'inscrire comme ça, de continuer à s'inscrire avec ce profil ultra défensif et vraiment couteau suisse capable de défendre sur n'importe quel poste, il peut aller très très loin, ce joueur. J'adore
Toumani Camara. J'adore ce joueur, Ouais, vraiment. je suis d'accord. Et puis ça ça peut paraître assez classique de voir un joueur progresser dans tous les domaines entre sa saison rookie et sa saison sophomore, mais en réalité, c'est pas du tout classique. C'est vraiment gage d'une hygiène de travail qui est très intéressante et d'un potentiel qui, enfin, en tout cas, d'un joueur Mmh. qui a compris comment travailler pour progresser et qui est vraiment effectivement en train de développer des armes qui peuvent faire de lui quelqu'un, enfin, un joueur sur qui des franchises vont pouvoir compter à l'avenir. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, il y a le plus gros point de bascule entre la première et la deuxième saison, c'est ça. Est-ce que le joueur que tu es en train de regarder a compris ce qui est en train de se passer sur un terrain de basket et surtout la manière dont il peut être efficace? Absolument, ouais, Et ouais. il y a plein de joueurs qui ont expliqué ça. Ça, c'est fascinant aussi. C'est expliquer que, voilà, quand tu arrives en NBA, tu fais partie de l'élite absolue du basket mondial. Et tout d'un coup, bah, quand tu arrives en NBA, bah, tu n'es plus forcément le meilleur joueur que tu as été au lycée, que tu as été à l'université potentiellement, et ainsi de suite. Et faut que tu apprennes à jouer un rôle. Et ça, c'est pas évident pour certains joueurs de savoir comment je peux trouver mon rôle dans un effectif NBA et le faire de façon hyper professionnelle, avec, bah voilà, de façon élite, quoi, d'être vraiment très très fort et très très bon dans ce que je fais, et pas mid, pas moyen sur tous les secteurs de jeu. Et c'est pas toujours évident. Et ça, pour moi, c'est vraiment une faculté chez les joueurs que tous n'ont pas, quoi. Il y a des joueurs qui arrivent en NBA avec des énormes attentes et qui ne le concrétisent jamais parce que justement, ils sont pas toujours capables de faire cette transition et de trouver leur rôle, Ouais, tout finalement. à fait. C'est ça. C'est que sa progression à lui, elle est pas juste cosmétique, c'est pas juste des statistiques qui sont faites dans le vent. Ça s'inscrit dans une vraie dynamique et vraiment, quand on regarde les matchs, on se rend compte que ce mec-là sait ce qu'il doit faire, comprend ce qu'il doit faire et qu'il le fait très bien. Mm. Et qu'il aurait... Et je me demande, et aujourd'hui, je me demande même s'il est pas capable d'aller un peu plus loin. On verra ça. Toi, ton joueur surprise de la saison. Bah alors pour être franc, moi j'ai eu beaucoup de mal à sortir un nom parce qu'il y en a beaucoup qui me Oui, sont c'est vrai qu'il y en a venus, beaucoup, ouais. des Dyson Daniel, des Ty Jerome, Norman Powell, Malik Beasley. Mais en fait, j'ai décidé de retenir un joueur qui n'est pas vraiment une surprise dans le sens où c'est un joueur qu'on connaît depuis longtemps maintenant, qui était déjà un joueur fort en NBA, c'est Jaren Jackson Jr. Qui a déjà été défenseur de l'année, All-Star, etc., etc. Mais cette année, moi je le trouve vraiment impressionnant dans tous les aspects du jeu ou presque. Bon, évidemment, on aimerait bien qu'il prenne un peu plus de rebonds, mais quand même, dans la discrétion la plus totale, Memphis est toujours deuxième à l'ouest, et ce malgré les absents. Ja Morant a loupé une vingtaine de matchs, Desmond Bane en a loupé une dixième, et il a une très très grosse responsabilité dans ses bons résultats. Il a d'ailleurs été récompensé là par une nouvelle sélection All-Star Game. Je trouve qu'il est en train de faire une saison qui est monstrueuse. Avec la blessure de Wembanyama, il se replace dans la course au défenseur de l'année. Ouais. Avec les résultats de son équipe et ses performances à lui, une place dans une All-NBA team ne serait pas du tout aberrante. Et donc voilà, j'avais envie de le citer parce que c'est un joueur dont j'aime beaucoup le profil, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit. Je m'attendais pas à une telle saison de sa part. Il n'a pas prolongé son contrat l'été dernier parce que lui et la franchise n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Et franchement, c'est tant mieux pour lui parce qu'avec la saison qu'il est en train de nous réaliser, il va pouvoir aller chercher un contrat qui est colossal. Donc ouais, Jaren Jackson Jr., je voulais le citer parce que bah, c'est vraiment un joueur dont j'adore le profil, mais dont j'étais pas sûr qu'il arriverait à passer ce cap qui pourrait faire de lui le patron de l'équipe. Et cette saison, c'est lui le patron de l'équipe à Memphis. Et donc voilà, je voulais le citer et le mettre en avant parce que Hmm. ça me fait vachement plaisir de le voir comme ça. Il a pris déjà une autre dimension à Memphis après la saison quasi blanche de Ja Morant la saison passée. Il avait déjà montré de très belles choses malgré que malgré le fait que la saison des Grizzlies ait été extrêmement compliquée. Ouais, c'est ça, c'est que là, il fait ça dans une équipe qui est deuxième à l'ouest, quoi. Et là, tout d'un coup, il a pas, voilà. L'an dernier, je pense qu'il a vraiment goûté et il a jamais baissé la tête, alors qu'il se prenait des volets tous les soirs quasiment. Mais je trouve qu'il a utilisé ce temps à bon escient en passant plusieurs paliers. Alors, c'est pas des paliers impressionnants. Il n'est pas passé d'un joueur on va dire que dans sa production statistique, il a pas révolutionné son jeu. Non, il n'y a pas une Mais, évolution folle. mais toi et moi, on sait très bien, et quand tu suis la NBA depuis longtemps, tu sais très bien, c'est souvent dans les détails. Tout ça, les gros progrès parfois se cachent dans des détails. Et la façon d'impacter le jeu, surtout, comment tu comprends l'impact que tu peux avoir sur une rencontre et comment tu impactes la victoire de ton équipe. Et ça, Jaren Jackson Jr., il est en train de passer potentiellement ce cap-là. Et effectivement, c'est devenu vraiment
la figure pour moi des Grizzlies. C'est le joueur majeur de cette équipe aujourd'hui. Est-ce que c'est le joueur le plus important? Je sais pas. Ja Morant potentiellement peut rester ce joueur-là. Ça, on en discutera. Cette équipe est encore. Il y a tellement de questions qui se posent autour de cette équipe. C'est clair. Mais Jaren Jackson Jr., c'est effectivement un joueur très impressionnant. J'aimerais cependant qu'il arrête de faire des fautes. Il fait encore beaucoup trop de fautes. Et je pense que ça peut leur jouer des tours aux Grizzlies une fois qu'on sera en playoff. Ouais, bah c'est son axe d'amélioration principal, effectivement, c'est les fautes. Il a quand même beaucoup tendance à... Il mise trop sur le contre, en fait, Jaren Jackson Jr., donc il s'expose à des fautes. Il fait des fautes bêtes. Voilà, il fait des fautes bêtes, et surtout, en fait, ça lui coûte énormément au rebond, parce que il perd sa position au rebond, tant il est obnubilé par la perspective de réaliser un contre. Donc ça, c'est quand même... C'est effectivement son axe de progression, mais ce mec-là n'a que 25 ans, il n'a pas encore atteint son prime, et moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les saisons à venir, parce que ce qu'il montre là, c'est vraiment très costaud. Une autre question qu'on a eue, c'était un joueur NBA récemment qui a récemment quitté la ligue et qu'on aimerait voir éventuellement revenir. T'as une idée en tête ou pas? Ouais, je voudrais juste voir si t'as le même joueur que moi ou pas. Non, je pense pas, parce que moi j'ai pas choisi un joueur qui joue ailleurs, j'ai choisi un joueur qui a quitté la ligue pour des raisons physiques. Ça fait 2 ans, je crois, maintenant qu'il est plus là, et j'avoue que je crois pas trop à un retour, mais je trouverais ça beau et j'adorerais revoir Victor Oladipo en NBA. Ah ouais. Parce que moi j'ai adoré sa saison 2017-2018 avec Indiana, j'étais dégoûté qu'il enchaîne les blessures comme ça par la suite. Il y a un peu plus d'un mois, il y a un article qui est sorti à son sujet sur Bleacher Report, où on voit qu'il a absolument pas lâché l'affaire, qui se bat au quotidien pour avoir une chance de faire son retour. Il y a plusieurs franchises qui se sont penchées sur son dossier ces derniers mois. Je sais qu'il redeviendra jamais le joueur qu'il était à Indiana, hein. Je suis pas naïf, il a dépassé la trentaine et son style de jeu demandait un physique de haut niveau, mais je crois vraiment qu'il pourrait apporter son expérience dans un vestiaire jeune. Son parcours lui a forgé un mental et un vécu qui pourrait aider des équipes, si évidemment il retrouve la capacité d'apporter également sur le parquet sur quelques minutes. Moi voilà, Oladipo c'est un joueur, c'est un peu une étoile filante, tu vois. Sa saison à Indiana, vraiment elle était folle. Il était tellement fort, il m'impressionnait énormément, et je suis dégoûté qu'on puisse plus du tout voir Oladipo en NBA. J'aimerais bien qu'il réussisse à décrocher un petit contrat l'année prochaine. Ouais, c'est un très très bon choix effectivement. Ouais. Tu vois, c'est ça me fait penser. C'est pas du tout le genre que j'ai noté moi, mais ça me fait penser que si je devais choisir un joueur comme ça serait Isaiah Thomas. Ouais, alors j'y ai pensé aussi, mais lui, ça me fend tellement le cœur son histoire à ce gars-là. Tout le moment où il est joué à Sacramento, j'ai adoré ce joueur. Quand il est allé à Boston, King of the Force, c'était le summum absolu de sa carrière, et c'était impressionnant. Enfin, je veux dire, faut quand même bien comprendre, voir le gabarit de ce mec et ce qu'il était capable de faire sur un terrain, c'était quand même du grand n'importe quoi, et c'était surtout excessivement spectaculaire. Et savoir qu'aujourd'hui il continue d'essayer il continue de jouer en espérant peut-être gratter une place dans un effectif. À un moment, il était passé du côté des Nuggets, et j'aurais bien aimé qu'il réussisse à faire quelque chose, mais c'est pas passé comme ça. Et ouais, cette histoire-là, elle me fend le cœur, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. J'y ai pensé aussi à Isaiah Thomas, mais c'est vrai que il est un peu plus âgé, et avec sa taille, j'y crois encore moins, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, c'est des parcours qui sont hyper intéressants, et c'est des mecs qui se battent au quotidien et qui donnent tout au quotidien pour espérer retourner en NBA. Et il faut bien comprendre qu'être en NBA, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et les carrières, la moyenne d'une carrière NBA, c'est très court, parce que c'est extrêmement dur de durer à ce niveau-là. Le moindre pépin physique peut tout envoyer balader. Donc grand respect à ces mecs qui ne sont plus là pour des problèmes physiques et qui continuent à se battre au quotidien pour espérer un retour. Et puis tu vois, Isaiah Thomas, c'est un peu la jurisprudence du joueur qui aurait dû être égoïste à un moment donné dans sa carrière et dire non, fuck, je retourne pas sur le terrain pour vos beaux yeux, je vais prendre soin de moi et choper mon contrat, le contrat que je mérite, quoi. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour lui. Et mon Dieu, quoi, la désillusion quelque part, parce que financièrement, il aurait pu toucher le jackpot, et c'est pas ce qui s'est passé du tout, quoi. Ouais. C'est quand même triste à mourir, cette histoire. Moi, j'avais mis Alexander Vezenkov, qui joue à l'Olympiakos, coéquipier de Evan Fournier à l'Olympiakos. Et Vezenkov, il est passé par les Kings, il s'est rebarré après une saison. Finalement,
je pense, excessivement déçu par sa saison là-bas. Et je trouve qu'il n'est pas tombé dans la bonne équipe, il n'est pas tombé dans le bon projet. Alors, dans quelle équipe exactement je l'aurais vu, Vezenkov? Égoïstement, je vais dire, j'aurais bien aimé le voir dans une équipe comme les Nuggets, un joueur capable d'apporter un scoring punch en sortie de banc et de jouer un style qui peut-être aurait plus été en relation avec ce qu'il a l'habitude avec l'Euroleague. Potentiellement, j'en sais trop rien au final. Mais Vezenkov, je trouve qu'il s'est barré beaucoup trop vite. Et c'est un joueur, voilà, il a 29 ans. Je pense véritablement que c'est un joueur qui aurait pu donner quelque chose en NBA si c'était un peu accroché. Ouais, et s'il était tombé dans une équipe qui croyait peut-être un peu plus en lui, qui misait Ouais. peut-être un peu plus sur lui. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, c'est tout à fait le genre de profil européen intrigant qu'on aimerait voir. Enfin, en fait, en qui on aimerait que plus de franchises croient. C'est aussi ça. Mais ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui va changer avec le temps, hein, avec la profusion de joueurs européens ou venus de la formation européenne qui performent en NBA. Peut-être qu'à l'avenir, on aura plus de franchises qui seront tentées de faire confiance à ces profils-là. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, on verra, on verra. Et l'Olympiakos, c'est fun. Franchement, cette équipe avec Vezenkov et Fournier, c'est très très fun. Donc, on va pas bouder notre plaisir non plus pour l'Euroleague. Non, c'est Je pense clair. que les fans de l'Euroleague sont bien contents d'avoir ces deux gars-là dans la même équipe et de pouvoir bénéficier de leur IQ, de leur intelligence de jeu. C'est quand même bien fun. Abdel, il veut qu'on en vienne aux mains, Charlie. Ouais, il veut du sang, ouais. Il veut du sang, il veut que ça se frite. Il y en a d'autres aussi hein, qui nous ont posé des questions à peu près similaires. Voilà, notre réaction à un éventuel duel Lakers-Nuggets en playoff. Et là, Charlie, je sors les grandes box parce que j'étais très contrarié. Ah, t'as vu, je me suis retenu, hein. Je t'ai pas envoyé de message. J'ai été très contrarié parce que j'ai vu. Alors, franchement, je pense pas que ça puisse tenir sur une série complète. Ce dont je suis en train de parler, c'est la défense, l'extraordinaire schéma défensif dessiné par JJ Redick et son coaching staff pour arrêter Nikola Jokic. C'était vraiment très impressionnant, la stratégie mise en place. C'est-à-dire de faire des double teams, voire des prises à trois sur Jokic pour l'empêcher physiquement, hein, il lui rentrait dans l'art pour éviter qu'il soit en tête de raquette, vraiment le bouger de tous les spots où il a l'habitude d'être pour diriger le jeu et faire ses passes et ainsi de suite. Et ils ont vraiment appuyé là-dessus. Je crois qu'il a pris 7 tirs dans le match, un truc comme ça. Il n'a pas du tout joué il était complètement sorti de son jeu habituel. Ils ont parié sur le fait, tenez Christian Brown, Russell Westbrook, tous les autres, là, allez, mettez vos tirs, on va voir ce que ça va donner. Et c'est effectivement la bonne stratégie face à Denver. Oui, ouais, JJ Redick, sacrée saison quand même hein, qui nous fait là. Hein. Ouais, très, très convaincant, ouais. Écoute, bah moi, un duel Lakers-Nuggets en playoff, bah déjà le premier réflexe c'est un mauvais souvenir. Hein. Je pense que beaucoup de fans des Lakers seront d'accord avec moi. La dernière fois que les deux équipes se sont jouées en playoff, ça a fait mal. Là, il y a eu un sweep et 4-1 l'an dernier. Ouais, Alors que la série était quand même souvent dominée par les Lakers et à chaque fois vous vous êtes fait plier par Jamal Murray, quoi. tout à fait. Mais écoute, après, enfin, en tant que fan de basket avant tout, moi, la perspective d'un affrontement entre Jokic et Doncic en playoff, ça me donne envie. Surtout que, sauf erreur de ma part, c'est encore jamais arrivé. Les deux se sont encore jamais croisés. Non. Et puis d'un point de vue personnel, bah, ce serait marrant pour l'ambiance entre nous. D'autant plus que moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas énormément d'attentes pour ces Lakers-là cette saison. Faire débarquer un joueur comme Doncic en cours d'année, c'est compliqué. On n'a pas la possibilité de construire l'équipe autour de lui comme ça devrait être le cas. Donc c'est plutôt sur les saisons prochaines que j'attends les Lakers au tournant. Du coup, moi cette saison, si cette affiche elle se profile, je t'avoue, je serai dans une position plutôt sympa parce que j'estime que les Lakers doivent perdre cette série. Et si c'est pas le cas, c'est du bonus. Et dans ce cas-là, je ne me priverai pas de me moquer de toi. Bon, on va dire qu'effectivement, les Nuggets, euh, pour moi, restent une des équipes dangereuses de cette conférence Ouest, de par leur métier, de par le personnel qui est présent. Maintenant, il y a beaucoup de points d'interrogation et on peut d'ailleurs soulever une autre question, un autre point qui a été abordé par Abdel dans les questions qu'il nous a envoyées, c'est le niveau de Jamal Murray. Est-ce qu'il est capable, Jamal Murray, de retrouver son niveau de 2023 ?
effectivement, je pense que si c'est le cas, les Nuggets ont une vraie opportunité, une vraie carte à jouer dans cette conférence Ouest. J'ai envie d'ajouter, après la défaite là, face à Milwaukee la nuit dernière, Michael Porter Jr. qui est un peu il est hors rythme parce qu'il il a été obligé il a été blessé, il y a eu le All-Star Game, et là il dit il a du mal à retrouver un petit peu son rythme de janvier où il était vraiment impressionnant. Je sais pas. Le plancher de cette équipe m'a l'air pas très élevé. Je suis persuadé que c'est une équipe qui peut faire beaucoup de mal en playoff, mais il faut vraiment un alignement des planètes hallucinant pour que ça soit le cas, quoi. Ouais, et la première planète qui doit s'aligner, évidemment, c'est Jamal Murray. Hein, c'est clair. Les chances des Nuggets en playoff sont conditionnées par la question Jamal Murray peut-il retrouver son niveau de 2023? Si on a un Murray à ce niveau-là, oui, ils ont probablement toutes leurs chances. Si c'est pas le cas, effectivement, moi j'ai un peu du mal à y croire. Je trouve qu'il y a quand même mieux armé à l'Ouest que en termes de densité, de profondeur d'effectifs, de défense aussi. Bon, ce qui est sûr, c'est que Jamal Murray, il monte plutôt en puissance. Il a eu un début de saison qui est un peu compliqué. Depuis décembre, c'est quand même mieux. Bon alors, son début de saison s'explique aussi par le fait qu'il a joué les JO en étant blessé. On va voir comment il finit la régulière et quelle campagne de playoff il nous sort. Moi, tu sais que j'ai des doutes sur lui, je le trouve trop irrégulier. Mais j'ai pas oublié son niveau de performance d'il y a 2 ans, et s'il est capable de le refaire, j'aurais plus rien à dire. Et de toute façon, en tant que fan des Lakers, comme tu l'as dit, il nous a déjà fait tellement de mal que j'ai pas grand-chose à dire. Donc, mais ouais, c'est la variable d'ajustement de cette équipe, Jamal Murray, et quelque part c'est un peu triste aussi. Moi, c'est aussi pour ça, moi, que j'ai un peu de mal avec Jamal Murray, c'est que j'estime que un joueur comme Jokic mérite d'avoir un lieutenant qui est plus fiable que ça, en fait. C'est pas possible aujourd'hui de conditionner toujours la réussite de cette équipe à la capacité de Jamal Murray de nous sortir une campagne de playoff comme il l'a fait une fois dans sa carrière, en fait. C'est un côté un peu triste. Dans la logique de construction de Denver, il y a aussi entouré Jokic avec des joueurs euh, qui sont complémentaires de son jeu. Et Jamal Murray, effectivement, c'est le second, c'est le lieutenant. Et il est indispensable. Là, il a fait un mois depuis le début de l'année 2025, il est absolument resplendissant, Jamal Ouais, Murray. ouais, ouais, non, mais c'est pour Il ça, est je te dis, absolument impressionnant. il monte vraiment en puissance, ouais. Et je regardais depuis le 1er janvier, donc si on regarde que les stats de 2025, les Nuggets sont troisième en net rating. Ils ont une des meilleures équipes, une des meilleures attaques de la ligue au coude à coude avec Oklahoma City. Défensivement, c'est un peu moins bien, mais Denver a les capacités défensives, selon moi, s'ils parviennent à être en bonne forme à l'arrivée des playoffs. J'ai vraiment la sensation que ça peut être ils peuvent avoir ils peuvent élever leur niveau défensif, ne serait-ce que par le fait que en playoff, tu joueras une rotation beaucoup plus réduite et qu'il y aura plus souvent des meilleurs défenseurs sur le terrain. Tout à fait. Donc je pense que Denver, c'est un peu une équipe où on aurait tort de dormir sur eux. Maintenant, voilà, encore une fois, je pense que il y a beaucoup de choses qui doivent bien se passer côté Nuggets pour que ça fasse vraiment du mal en playoff, quoi. Face à eux, je sais pas. Je pense qu'ils posent des problèmes à énormément d'équipes de la conférence Ouest. Il n'y a pas beaucoup d'équipes à l'Ouest qui vont être confortables face aux Nuggets. En fait, Jokic est vraiment un problème insoluble pour beaucoup d'équipes, quoi. Ouais, mais d'ailleurs la question aussi de l'état de forme de Jokic va se poser parce que Jokic il est encore aujourd'hui il doit être dans le top 10-15 des joueurs qui jouent le plus, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, tu parles de minutes de jeu et ainsi de suite. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, il est à 36 minutes comme Jamal. Ils sont tous les deux à 36 minutes. Donc, ouais. Je veux croire aux chances des Nuggets, bien évidemment, mais ça va. Il y aura des sérieux clients en face et voilà, il va falloir vraiment arriver en pleine forme. Pour moi, ça va être vraiment leur capacité là de retrouver le bon rythme d'ici l'entame des playoffs. Ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Là, on va débuter le mois de mars. Dans un mois et demi, on est en playoff. Hein. Ouais, trop bien. Donc ça va aller très très vite. Il y avait une autre question sur le projet des Knicks. Si jamais les Knicks étaient éliminés en demi-finale de conférence, comme ça pourrait être le cas si jamais ils rencontrent les Cavaliers,
ou les Celtics. C'est ça le problème des Knicks aujourd'hui, c'est qu'ils sont très très forts face au reste de la ligue, Ouais. dirons-nous, mais ils n'arrivent pas à battre le top niveau de leur conférence. Ouais, ils sont faibles contre les forts. Voilà. Est-ce que tu penses déjà, Charlie, qu'ils sont capables de changer la donne d'ici les playoffs? Et sinon, si c'était pas le cas, est-ce que tu penses que c'est une équipe toute désignée pour aller chercher Kevin Durant euh, à l'intersaison? C'est la question que nous a posée Abdel. En fait, pour moi, s'ils sortent en demi de conférence, il faut voir la manière. Comment est-ce que tu te fais sortir? Est-ce que tu te fais sortir sur un sweep sec où tu n'existes pas pendant les matchs, ou est-ce que tu pousses une équipe comme Boston en 6 voire 7 matchs? C'est quand même deux choses qui sont extrêmement différentes. Moi, j'avoue que je suis pas convaincu par le fait qu'ils doivent aller chercher un gros trade pour un joueur comme KD. Quand tu regardes un peu le payroll, en fait, cette équipe, tout le monde est là pour plusieurs saisons. Il y a du temps, en fait. Il y a le temps de voir venir. Ouais. Je pense que ce projet, tu peux le faire, même s'il fonctionne pas dès cette saison, tu peux pousser un peu plus pour moi. Pour moi, ce groupe de joueurs en playoff, il peut poser beaucoup de problèmes à tout le monde, en fait. Alors, je sais bien qu'ils n'y arrivent pas contre les gros, je sais, tout ça, il n'y a pas de problème, mais le jeu en playoff, il est différent. Et il y a quand même des profils dans cette équipe qui, à mon sens, peuvent vraiment poser des gros problèmes à beaucoup d'équipes. Towns, il est sous contrat jusqu'en 2028 avec une player option sur la dernière année. Anunoby et Brunson, c'est jusqu'en 2029 avec une player option sur leur dernière année. Josh Hart, c'est 2028 avec une team option sur la dernière année. En fait, il n'y a que Michael Bridges qui va être en fin de contrat en 2026 et qui pose un peu question. Mais pour le reste, tout le monde est là pour plusieurs saisons. Moi, ce projet, j'ai envie d'y croire et j'ai un peu envie de voir cette équipe même si ça ne passe pas cette année, j'ai un peu envie de les voir continuer comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je pense que Kevin Durant n'est pas le joueur à aller chercher. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon timing. Ce serait tellement Knicks des années 2000 d'aller faire ça, quoi. Ce Ouais. serait C'est vrai. le one shot sur une star vieillissante qui potentiellement va te péter dans les doigts. Alors que là, c'est pas du tout le projet. Et je pense qu'il faut s'accrocher. Tu dois t'accrocher à ton projet. Il y a une profondeur en termes de talent du côté des Knicks. Je pense qu'il faut parier là-dessus. Et il faut tenir la distance. Carl Anthony Towns vient à peine de débarquer. Il y a Brunson, il y a, comme tu dis, il y a Michael Bridges, il y a plein de joueurs dans cette équipe. Anunoby, si tu arrives à maintenir le noyau dur de cette équipe sur ces 5-6 joueurs-là, Qui ont qui sont tous le même vraiment... âge, hein. Ils sont tous entre 27 et Voilà. 29, quoi. Je pense que la meilleure chose à faire si t'es les Knicks, c'est de continuer à parier là-dessus. Et de croire au fait que que Towns et Brunson peuvent être le duo capable de porter ton équipe en playoff. Ouais, je suis Alors, d'accord. tu connais mes doutes concernant Karl Anthony Towns, mais tu es obligé de reconnaître qu'il a un talent absolument hallucinant, euh, qui défensivement, il est capable de tenir la distance dans les bonnes situations, dans les bonnes conditions, s'il est bien entouré. Donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors effectivement, c'est moins clair que les Celtics, mais les Celtics, comme on l'a déjà dit toi et moi plus tôt dans la saison, ils ont une équipe exceptionnelle aujourd'hui. L'effectif, ils le garderont pas au-delà de la saison là. Voilà, exactement. Contrairement à New York, Boston ne Voilà, ça pourra pas durera garder pas. cet effectif. Voilà, c'est Tout ça. à fait. Donc si t'es les Knicks, tu te dis bon, admettons on se fait éliminer par les Celtics là. La probabilité que les Celtics continuent avec cet effectif-là, il est très très faible. Donc probablement il faut que il faut que tu sois patient, je pense, clairement. Ouais, ouais, je pense aussi. Tant que tant que tu arrives à maintenir tes joueurs en bonne forme et qu'ils arrivent à arriver en playoff avec une certaine fraîcheur, je pense que tu tiens cette équipe-là, quoi. Tu fais avec. C'est ça la question les Ouais, concernant. c'est le plus logique. C'est le plus logique. Pour moi, c'est clair que c'est le plus logique. Le groupe de joueurs est trop intéressant, trop aligné en termes d'âge. Il y a trop de choses à faire. Et je vais même te dire un truc, c'est que si tu dois changer quelque chose à l'intersaison là, bah tu dois plus changer quelque chose dans le coaching staff ou les role players. Tu dois pas changer quelque chose dans les têtes d'affiche de ton équipe. Ouais, absolument. Ouais. Donc voilà. Euh, On va parler de la tête de la ligue dans les deux conférences, le Thunder et les Cavaliers. Est-ce que tu as, selon toi, est-ce qu'il y a un vrai risque de les voir s'écrouler en playoff? Eh ben non.
Je crois pas. En fait, qu'est-ce qu'on entend par s'écrouler? En fait, Moi, je pense que ce qu'on entend par là, c'est est-ce que ce sont des équipes qui en régulière ont tous les outils pour dominer la saison régulière, donc, mais qu'une fois en playoff, ils ont potentiellement il y a potentiellement des secteurs de jeu ou un profil de jeu qui fait que ils seront beaucoup plus, ça sera beaucoup plus, enfin pas simple, mais il y aura une manière de les scouter, de freiner ce qu'ils font propre au playoff que tu ne peux pas faire en régulière. bah, en fait, déjà, pour moi, ces deux équipes-là, elles ont les armes pour faire un run en playoff. D'abord parce qu'elles ont l'expérience de la saison dernière, où les deux ont atteint les demi-finales de conférence et ont été éliminées par les deux équipes qui allaient se retrouver en finale NBA. Ensuite, parce qu'elles montrent des qualités qui, à mon sens, devraient se retranscrire en playoff. Ces deux équipes qui ont une défense solide, surtout OKC, qui est la meilleure défense de la ligue. Les Cavs, je crois, sont 6 ou 7e. Mais les Cavs ont une attaque extrêmement variée. Ils ont le meilleur rating offensif de la saison, enfin de la ligue, avec une belle marge. C'est deux équipes qui ont une pace qui est assez importante, mais sans que ça soit complètement débridé, qui ont a priori la capacité d'attaquer sur demi-terrain. C'est aussi deux équipes qui disposent de leaders offensifs capables de prendre la main sur l'attaque et de sortir un énorme match si le collectif bafouille un peu. Des coaching staff qui montrent quand même beaucoup de qualité également. Donc, pour moi, sauf problème de blessure, et là notamment, on regarde évidemment côté OKC avec les cas Hartenstein et Holmgren qui ont eu des soucis physiques cette saison, et pour le coup, si eux venaient à avoir des problèmes en playoff, ce serait un gros handicap pour le secteur intérieur de cette équipe. Mais ouais, non, je crois pas que ces équipes puissent s'effondrer. Alors après, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par s'effondrer? Pour moi, en fait, pour moi, ces équipes visent de faire mieux que la saison dernière, donc atteindre la finale de conférence au moins. Maintenant, il faut quand même pas oublier que certes, OKC est très impressionnant depuis 2 ans, mais c'est quand même l'équipe la plus jeune de la ligue. Et les Cavs, certes, sont en tête de la ligue, mais sur le papier, en playoff, je pense que beaucoup de gens, moi y compris, mettent encore Boston devant eux. Donc, si ils perdent en finale de conférence, par exemple, je considérerais pas que c'est un effondrement. Je considérerais qu'ils sont toujours dans leur progression, dans leur cheminement normal d'une franchise qui progresse d'année en année. Donc ouais, non, moi j'ai envie de croire que ces équipes-là vont répondre présent en playoff, et je crois pas du tout, par exemple, au fait qu'ils se fassent sortir au premier tour, quoi. Ouais. Euh, j'ai lu un article extrêmement intéressant là. Il y a David Sorp sur Troop qui a pondu une analyse justement sur les contenders selon lui de, de la saison. Et il parle des Cavaliers et il parle du Thunder. Et concernant le Thunder, il souligne un point qui est excessivement intéressant dans le sens où il explique que le Thunder, ils ont une équipe absolument intraitables en régulière parce qu'ils ont une défense, ils ont des schémas défensifs extrêmement agressifs Oui. pour provoquer des pertes de balles. Et selon lui, justement, ce schéma défensif est beaucoup moins, va moins bien voyager en playoff parce que jouer à ce point l'agressivité sur les lignes de passe et ainsi de suite, si tu foires ton coup, tu t'exposes. Et si tu t'exposes, tu risques d'avoir des mauvaises surprises, avoir des équipes qui vont exploiter ça de façon à ce que tout d'un coup tu te dises merde comment on fait quoi. Maintenant qu'on peut plus faire ce qu'on a fait toute la saison. Et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme point de vue. Et donc il base ça sur une analyse statistique qui est très intéressante. Et il souligne aussi un autre point. Il explique qu'un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander est un joueur qui est beaucoup plus simple à scouter en playoff qu'en saison régulière, justement parce que à partir du moment où tu vas concentrer tout ton effort défensif sur le fait de l'arrêter lui, principalement, parce que c'est lui qui te pose le plus de problèmes, le Thunder, pour moi, la grosse question pour eux, ça va être, et ça on l'a déjà dit dans le podcast, mais est-ce que Jalen Williams et tous les autres, est-ce que tout le supporting cast du Thunder vont être capables de répondre présent quand Shai Gilgeous-Alexander sera absolument pris dans l'étau défensif d'une équipe qui va dire tout le monde sauf SGA quoi. Et ça effectivement pour moi, quand je regarde comment il présente ses arguments, David Sorp, je trouve ça très intéressant, euh, notamment sur leur défense. Après ils ont Marc Deno qui est un excellent coach et je suis persuadé que ce coach-là sera capable de trouver des ajustements. Dallas l'an dernier leur ont a posé des problèmes à cette équipe qu'on n'avait pas forcément anticipé.
Et je pense qu'il y a d'autres profils dans les équipes à l'Ouest qui peuvent poser des problèmes à OKC sur certains points, même si à l'intersaison avec Caruso et Hartenstein, ils ont essayé de répondre à de nombreuses problématiques qu'ils ont eues en playoff l'an dernier. Donc, faut voir, est-ce que tout ça, c'est capable de porter ses fruits? Est-ce que Shai Gilgeous-Alexander est pas un peu trop seul, on va dire, pour nourrir la marque, pour créer les shoots et ainsi de suite? Est-ce que Jalen Williams va vraiment être capable de le suppléer au niveau qui va avoir besoin de le faire? C'est ça la vraie question, en fait. Et je trouve que cette question, elle est tout à fait légitime concernant le Ouais, Thunder. alors ça, je suis d'accord avec toi. Les questions sont légitimes. Maintenant, je trouve quand même que les deux, Jalen Williams et Shai Gilgeous, ont quand même donné des gages la saison dernière. La campagne de playoff de Shai Gilgeous-Alexander la saison dernière, elle est quand même très solide. Jalen Williams, pareil, pour sa première année, il est quand même, bah, il est pas au niveau de sa régulière là, mais il fait quand même des prestations qui sont très correctes. Donc Bah, en termes moi, d'efficacité, il est quand même descendu d'un étage, quoi. bah bien sûr, mais c'était Non, sa non, première campagne de playoff, tu vois. je dis pas. C'est juste que la question qui se pose désormais, c'est est-ce qu'il est capable De passer ce cap-là, de passer de passer ce cap-là? tout à Et fait. parce que clairement, il va se retrouver sûr et certain, à 200% sûr, il va se retrouver dans cette situation Bien sûr, où oui, il va oui, bien sûr. devoir être le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander et prendre les responsabilités et être capable d'assurer avec un niveau d'efficacité bien mieux que ce qu'il nous a montré en playoff l'an dernier. Et tu as tout à fait raison. Là, aujourd'hui, il a encore le bénéfice du doute. Mais la question reste entière. Et c'est pour ça, je pense que, par exemple, des mecs comme David Thorpe donnent Denver, par exemple, devant le Thunder dans ses favoris pour la conférence Ouest. Parce que pour lui, Denver a déjà prouvé avec comment dire, avec les joueurs qui composent cet effectif, c'est-à-dire Jokic, Murray, Michael Porter Jr., Gordon, Christian Brown, des mecs comme ça qui étaient déjà là au moment de gagner le titre en Ouais, bah c'est 2023. ça, c'est un corps de champion. Voilà, exactement, tu as tout à fait compris. Ça, je peux l'entendre. Mais le Thunder reste effectivement reste les favoris pour moi à la sortie de la régulière. Il y a pas de doute là-dessus, comme tu le dis. Défensivement, je sais plus, depuis le 1er janvier, ils sont top 1 ou top 2. Offensivement, ils sont top 1. Ah, c'est une équipe absolument impressionnante, quoi. Ouais, ouais, mais je Euh, suis d'accord. Mais c'est vrai que si demain, enfin, tu vois, là, si on se retrouvait à faire la preview d'une finale de conférence entre les Nuggets et le Thunder, bah, je conditionnerais mon pronostic à ce qu'on a vu au premier tour et en demi-finale de conférence. Parce qu'effectivement, on a encore besoin d'être rassuré sur certains aspects par Oklahoma City. Ça, je ouais. suis d'accord. Et les Cavaliers, pour moi, c'est ça. On en a déjà parlé, toi et moi, quand on a parlé des Cavaliers plus tôt cette saison. C'est la question pour moi, c'est ça. C'est que on sait que Donovan Mitchell, on sait quel joueur c'est. On sait qu'il répondra présent en playoff. Mais lui, c'est pareil. Lui et Garland, Garland, il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière cette année. On sait que ce sont deux joueurs qui vont être là, qui vont apporter ce qu'ils apportent habituellement. Il n'y a pas de souci. La question pour moi, c'est voilà, est-ce que un mec comme Evan Mobley, qui a 36% de réussite à 3 points, est-ce qu'il est capable de le faire en playoff? Est-ce que tous les joueurs là qui sont en train de planter dans tous les sens à Cleveland, est-ce qu'ils seront capables de faire ça aussi en playoff? C'est ça pour moi la question. Et pour l'instant, un mec comme Evan Mobley, aussi incroyable soit-il, c'est un joueur que j'aime énormément, en qui je crois énormément. Voilà, la question c'est est-ce qu'il sera capable de le faire? Est-ce qu'il sera capable d'avoir ce niveau quand tout d'un coup il y aura des défenses, une équipe en face de lui qui va le scouter match après match après match après match. Ça rend d'autant plus important le recrutement de DeAndre Hunter, qui pour moi est probablement le meilleur transfert Oui. de la trade deadline après Luka Doncic aux Lakers, quoi. Où là c'est imbattable, mais parce que c'était un scandale pur et simple. Mais DeAndre Hunter à Cleveland, c'est un coup de maître Ouais, c'est absolu. incroyable. C'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. C'est magnifique et j'ai très hâte de voir ce qu'il va pouvoir apporter en playoff. Ouais, ouais, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est pareil. Moi, Cleveland, aujourd'hui, je les mets encore derrière Boston parce que ils doivent, il y a plusieurs joueurs de cette équipe qui doivent montrer qu'ils ont la capacité de faire aussi bien en playoff que ce qu'ils font en régulière. Mais c'est une équipe, où je m'attends pas à un effondrement, en fait. Encore une fois, on en revient là, si tu veux. Hmm. C'est des équipes, si elles perdent en finale de conférence, je suis pas choqué et je considère pas que c'est un effondrement.
Ouais, je pense qu'en termes de s'écrouler, effondrement, tout ça, c'est plus la question par rapport à leur statut d'immenses favoris, est-ce qu'ils vont tenir le coup ou pas, quoi. Mais est-ce que, en fait, pour moi, la question, c'est même, est-ce qu'ils ont vraiment ce statut d'immense favori, en fait? Moi, j'ai quand même un peu l'impression que ces deux équipes qui sont... Le Thunder, oui. Enfin, je veux dire, ils sont, enfin, j'ai inversé les chiffres tout à l'heure. Ils sont premiers en défense, deuxième en attaque. Quand tu es à ce niveau de domination, clairement, il y a plusieurs commentateurs que quand tu les écoutes. Alors après, quelle valeur je donne aux commentateurs américains, ça c'est la question. Mais beaucoup disent, voilà, si le Thunder va pas en finale, c'est une déception. Bon, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Moi, je ne le suis pas forcément, Non, pour mais moi, c'est pas possible. Tu peux pas être déçu quand t'es l'équipe la plus jeune de la ligue de pas aller en finale NBA, tu vois, ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. ouais. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport au niveau de domination qui est le leur, c'est quoi les attentes autour de ces équipes-là? Et je pense que les attentes, c'est à minima une finale de conférence aujourd'hui pour ces deux équipes. Oui, ça, je suis d'accord. Jeune ou pas jeune, expérience ou pas expérience. Vu la saison qu'ils sont en train de nous pondre, qui font partie des saisons historiques de la ligue, tout le monde les attend hyper haut en playoff, clairement. Oui, en fait, c'est ça. Ils sont ces deux équipes qui sont un peu sur cette ligne très fine de, on serait déçu de pas aller en finale, mais si on perd en finale, c'est pas un problème, quoi. Tu vois, c'est pas un effondrement. Et en fait, moi, le Thunder, au regard de ce qu'ils montrent et de leur jeunesse, moi, je les attends champions dans les 2-3 ans, tu vois. Mais s'ils sont pas en finale NBA dès cette saison, en fonction de comment ça s'est passé en playoff, je serais ni choqué ni Hmm. déçu, en fait. Voilà. Ouais, dans 3 ans. Mais alors, ça, j'en parlais avec Tom la semaine dernière. Euh, le Thunder, ils vont se retrouver dans les 2 3 ans, comme tu dis, ils vont se retrouver avec des décisions financières qui vont totalement changer le visage de cette équipe. Alors, Où pas il y que de cette aura. équipe, hein, de toute la ligue. Oui, non, mais je veux dire, il va y avoir des décisions du côté du. Parce que le Thunder, pourquoi ils vont y avoir des décisions importantes à prendre? C'est parce qu'ils vont devoir payer Holmgren et Williams. Ouais. Et tout d'un coup, voilà, c'est ce qu'on disait avec Tom la semaine dernière, c'est est-ce que tu fais une équipe autour de deux stars, donc tu dois faire un choix entre Holmgren et Williams, tu as checké Juice Alexander, et puis après tu construis un effectif autour, ou est-ce que tu payes 3 mecs quasiment au max, et dans ces cas-là, tu vas pas pouvoir avoir des Hartenstein, Caruso, et ainsi de suite. À part Wiggins, qu'ils ont signé un contrat, tu te demandes comment c'est possible que ce gars-là a signé ce contrat-là, mais... Mais ils vont devoir faire des choix. Ils auront beaucoup moins la capacité d'avoir une profondeur de banc qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils sont sur beaucoup de joueurs qui sont encore sur leur contrat rookie. Le Thunder, tout d'un coup, ça va être il va y avoir une réalité financière qui va s'installer comme pour n'importe quelle autre équipe, en fait. Et je pense que le Thunder, voilà, au bout d'un moment, tu vas devoir faire des choix importants Ouais, pour ton ça va être avenir. tellement passionnant à suivre les prochaines saisons Ah, c'est sûr. du Thunder, c'est incroyable. Donc, le Thunder, ils ont le temps sans avoir le temps forcément. C'est-à-dire qu'après, tout va être lié aux décisions du front office, quoi. Oui, oui, bon, ils ont quand même au moins un an. Ils ont au moins un an, ouais, tout à Ils ont au fait. moins C'est un ce an qu'on après c'est ce qu'on cette se disait avec saison-là. Tom. Ouais. Tout à fait. Donc, on verra bien. Les Warriors, est-ce qu'ils ont une chance de faire un truc en playoff ou pas? Ils ont perdu, je crois, une fois depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Je crois que c'est 7 victoires, une défaite sur les 8 derniers matchs depuis que Butler est là. Euh, je sais pas quoi dire à ça. J'ai envie de dire que pourquoi pas. J'ai envie de dire que pourquoi pas. Et le match face à Orlando hier soir, il était absolument magnifique. Les 56 points de Steph Curry là, c'était assez génial comme rencontre. En plus, ce match était disputé, donc c'était cool. Les Warriors en playoff, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de voir cette équipe fonctionner à nouveau et de me dire que ça va potentiellement être chiant de les jouer en playoff et que ça peut nous donner des très belles séries. Voilà ce que je dirais. Ouais, moi je crois tout à fait qu'on peut avoir un Jimmy Butler en mission, parce que de toute façon c'est sa mentalité, hein. Quand il est sur un parquet en playoff, il est toujours en mission, et là en plus la fin de l'histoire avec Miami va sûrement lui donner un petit supplément d'âme dont il avait probablement même pas besoin. Pour autant, est-ce que je crois en un run des Warriors en playoff? Je sais pas. En fait, qu'est-ce que c'est un run de playoff? Est-ce que je crois qu'ils peuvent faire Est-ce qu'ils tomber une est-ce équipe qu'ils comme peuvent passer un Memphis? tour? Ouais. Ouais, ouais, je pense que oui. Oui, je pense qu'ils peuvent passer une équipe comme Memphis. Maintenant, est-ce que je les vois aller au-delà des demi-finales de conférence? Honnêtement, non. Voilà. Je vois pas comment. Après,
Ce serait pas la première fois que Stephen Curry me donne tort, tu vois. Ce serait pas la première fois que Jimmy Butler me donne tort, surtout Jimmy Butler. Exactement, ouais. Mais non, mais c'est vrai, on est Non, mais d'accord. c'est ça qui est excitant avec cette équipe, c'est que tu as Eh Jimmy oui, Butler et Stephen Curry, qui sont deux joueurs qui sont capables de te retourner une série de playoffs ouais, c'est des comme game changers comme il y en a comme très t'as très peu. jamais, comme t'as rarement vu dans la NBA moderne. Donc. Tout à fait. Bah écoute, s'ils font un run en playoff, ce sera un des plus beaux runs de playoff qu'on a vu depuis longtemps. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et j'en serais pas mécontent, hein. Je trouve ça plutôt sympa de voir ça. Et puis quelque part, ça légitimerait un peu le contrat qu'ils ont donné à Butler, tu vois. Ce serait aussi une manière un peu de dire, bon bah ok, ce que moi j'estime être une connerie n'est peut-être pas une si grosse connerie que ça. Mais pour l'instant, j'ai du mal à y croire. Ouais. Il y a eu beaucoup forcément de questions sur un peu le retour sur le transfert de Luka Doncic aux Lakers, sur toute cette histoire avec les Mavericks et ainsi de suite. Euh, on avait fait le podcast le podcast là-dessus l'autre fois quand il y a eu le transfert. Euh, je sais pas si tu as des nouvelles choses à dire là-dessus. Moi, un truc que j'aimerais quand même souligner dans ce qui se passe depuis tout le temps là, je suis épuisé de lire des articles qui continuent de défoncer Luka Doncic à Dallas. Oui, les gens qui travaillaient au sein des Mavericks, euh, les derniers mois, les dernières semaines, ils n'étaient pas confiants. Parce qu'il Son boit de la bière. attitude, il boit de la bière, il fumait je sais pas quoi. Enfin bref, toute cette campagne de dénigrement autour de Luka Doncic qui dénigre un joueur pour justifier un choix sans jamais en plus toucher pour moi au cœur du problème au final. Toutes ces discours qui disent ouais, faut virer Nico Harrison, le pire GM de l'histoire, et patati et patata, et comment il a pu faire ça, et on continue de, 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 de parler de ça jusqu'à la nausée, et j'en peux plus en fait, j'en peux plus d'entendre parler de cette histoire-là, parce que on finit par brasser du vent à mon goût. Je maintiens encore et toujours que c'est une décision des propriétaires qui potentiellement voulait pas donner autant d'argent parce que voilà, ils voulaient pas filer 345 millions à Luka Doncic et en faire le joueur de la franchise parce que c'est une franchise. Je pense que pour eux c'est excessivement secondaire cette histoire de franchise et c'est pas leur ils sont pas là pour ça en fait. Ils sont pas là pour le sport et ainsi de suite et ça je pense qu'il faut qu'on le comprenne que parfois ça arrive malheureusement et je suis désolé pour les fans des Mavericks parce qu'effectivement le traumatisme il est énorme et c'est une énorme désillusion. Enfin ça c'est mon opinion. Hein. Je dis pas que c'est la vérité absolue ce que je suis en train de raconter. Mais mon sentiment c'est de ce qui s'est passé c'est ça et j'en démordrai pas de ce truc-là. Pour moi il y a aucune façon de justifier ce choix sportivement parlant. Et voilà. Et donc ça me gave un peu quoi. Et pareil à chaque performance de Luka Doncic c'est envoie un nombre incalculable de messages sur les réseaux sociaux. Haha, Dallas, ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Oh là là, ça va être une erreur historique. Putain, mais de quoi vous parlez sans déconner, quoi. À la seconde même où ce deal est passé, c'était une erreur historique. À la seconde même où la discussion a eu lieu, c'était une erreur historique. Je veux dire, on peut continuer à regarder les perfs de Luka Doncic en disant ah regardez le regard qu'il a mis à Nico Harrison dans le public, wouhou. Mais putain, mais arrêtez sérieux quoi. Bah oui, mais c'est la Arrêtez. NBA, ils arrêteront pas. Tu sais très bien, Non non, je c'est sais la très bien. composante, c'est une composante qui est Mais ça me gonfle. indissociable. Bah oui, Ça oui. me gonfle au plus haut point. Ouais, non, mais je te comprends. Bah écoute, non, moi j'ai rien à rajouter. Hein. Je pense qu'on a déjà tout dit à ce niveau-là. Bon, toi, tu l'as beaucoup plus mal vécu que moi ce trade, c'est normal. Donc je pense que le côté reprendre du plaisir à suivre la NBA, dans la question, ça te concernait surtout toi. Moi, écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise bah merci, hein, voilà, moi tout ce que je peux en tant que fan des Lakers, tout ce que je peux dire, moi c'est merci, hein. Voilà, je, je, j'ai juste hâte de voir à quoi va ressembler cette équipe des Lakers dans les années à venir, comment ça va se passer avec Luka Doncic. Voilà, écoutez, si tous les trucs qui sortent sur le fait qu'ils boivent de la bière ou qu'ils fument je sais pas quoi, moi quelque part j'ai presque envie de te dire c'est à mettre à son crédit en fait, hein, parce que si le mec il te sort une saison à 35 points, 10 rebonds, 10 passes et qui t'amène en finale NBA en buvant de la bière tous les soirs, bah écoute, bravo à lui, quel plaisir, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir faire la même chose quoi. Pour rester sur les Lakers, il y avait Tom qui nous posait là, parce que Tom, qui a participé au podcast, a participé au mailbag également. Il nous demandait si on pensait que Luka Doncic aurait un meilleur partenaire à l'échelle de la NBA que LeBron James actuellement dans son passage aux Lakers, dans sa carrière aux Lakers.
Alors Tom, moi j'ai envie de dire, encore faut-il que Luka Doncic reste aux Lakers. Exactement. Voilà, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas acté qu'il reste là-bas, quoi. Alors je pense qu'il va rester, hein. Je pense que, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il reste pas aux Lakers. Très sincèrement, je pense qu'en termes d'opportunités personnelles, individuelles, tout ça, pour recouper l'argent qu'il n'aura pas à Dallas, parce il a perdu une sacrée somme quand même en se faisant têche de Dallas. Euh, je pense que la meilleure façon pour lui de recouper tout ça, c'est de rester là-bas. Mais on sait jamais finalement avec Lucas. Je veux dire, il a aucun. Enfin, on voit bien que pour lui, c'est extrêmement douloureux d'avoir quitté Dallas parce qu'il pensait vraiment, il était très attaché à cette franchise et à l'idée de faire sa carrière là-bas, de devenir le visage de cette franchise. Les Lakers, on verra s'ils créent un lien avec. Alors, est-ce que LeBron James sera le meilleur joueur le LeBron James actuel, je sais pas, sûrement que oui. Probablement, j'en sais rien. Ça dépend, mais c'est une question qui est difficile, effectivement. En fait, pour moi, la question, c'est pas tant de savoir si c'est le meilleur coéquipier qu'il aura. La question, pour moi, c'est plus de savoir est-ce qu'il aura un coéquipier adapté à son jeu, parce que, bah, sur le papier, la complémentarité entre LeBron et Luka Doncic, elle est pas forcément évidente, du moins pas avec le LeBron actuel. Donc je sais pas, est-ce qu'il aura mieux ou pas, est-ce qu'il va rester ou pas, c'est encore trop tôt pour le dire. Moi, j'ai un peu tendance à croire que ce que montre JJ Redick sur le banc des Lakers depuis un moment, je trouve que ça fit très bien avec Luka Doncic. Je pense que c'est un combo franchise player coach qui peut fonctionner très bien. Maintenant, c'est difficile de se projeter aujourd'hui. En fait, les Lakers sont un tel chantier aujourd'hui, parce que même si ça se voit pas du tout sur le parquet, hein, c'est quand même une équipe qui continue à bien fonctionner, qui est dans le top 4 ou 5 là, à ouais. l'ouest. Donc, dire que c'est un chantier, c'est peut-être un peu difficile, mais en fait, c'est la vérité. Si tu veux te projeter aujourd'hui sur une décennie avec Luka Doncic, tu dois construire l'équipe autour de Luka Doncic. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc, on en reparlera dans quelques mois, peut-être, dans quelques années au pire. Mais moi, j'ai assez envie d'y croire. Sur le Oh, fait qu'il reste, je veux dire. j'ai envie de te poser une question, Charlie. Aïe, Je vais allez-y. participer au mailbag. La question mailbag de Josh à Charlie. Est-ce que tu as envie que LeBron James, il reste combien de temps, Charlie? 3 mois 4 mois. C'est pas vrai. Tu rigoles? Non, non, je rigole pas, non. Je suis très sérieux. Ah oui, donc toi t'es passé à Luka Doncic, quoi. Ça y est, quoi. Bah, C'est je bon. pense que la franchise devrait passer à Luka Doncic, ouais. Je pense que vraiment. En fait, non, mais c'est pas parce que je méprise pas le joueur qu'est Non, LeBron non, non. aujourd'hui, hein. Je sais Par bien. contre, je sais très bien Je sais bien. que si cet été la franchise décide de construire enfin de donner les rênes de l'équipe 100% à Luka Doncic et de construire l'effectif en fonction de lui et de construire les systèmes en fonction de lui, ça va pas bien se passer avec les Browns. Ah, mais c'est sûr, mais Voilà. j'ai tellement hâte de voir LeBron qui va péter un câble. Il y a déjà, tu les sens les prémices déjà de LeBron qui est en train de faire chier? Tu le Oui, sens ça oui, ou pas? oui, Il y a oui. déjà des choses qui sortent dans la presse où clairement c'est le camp de LeBron qui est là en train de sortir des trucs, en train de dire oui machin. Il y a des décisions qui sont prises en fonction de Lucas et pas forcément de LeBron. Ouais, bah Et oui. les gars, mais C'est pour ça que je dis ça. forcément que c'est le cas, mon garçon. Tu C'est pour crois ça quoi? que je te réponds 4 mois. C'est que moi, j'ai un peu tendance à penser que tu sais, c'est un peu deux coqs dans la même basse-cour, en fait. Est-ce que c'est Ah, vraiment il lâchera pas possible? le morceau en plus, LeBron, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, mais j'y crois pas une seule seconde, hein. Je pense que dans quelques mois, LeBron sera toujours aux Lakers et qu'ils vont faire au moins une saison complète ensemble. Ça, je pense que ça va arriver. Mais si tu me demandes à moi mon choix, effectivement, moi mon choix, ce serait que dès la saison prochaine, on se dirige vers un Luka Doncic qui a 100% les rênes de la franchise. Et au passage, c'est l'anniversaire de Luka, donc bon anniversaire Luka. Oh, c'est mignon, Charlie. Oh, putain, t'es un Lucas fan, toi. T'es Moi, un j'ai Lucas. toujours été un Luka fan. Mais oui, t'es toujours été un Lucas fan. Non, mais maintenant qu'il est aux Lakers, je vais me moquer de toi tout le temps. Parce que t'es un enfant pourri gâté, Charlie. Laisse-moi te le Enfin, dire. T'es un fan pourri gâté de la NBA. Voilà ce que je dis. Un autre truc, Charlie, tiens, que ouais. j'ai vu, qui m'a vachement intrigué. Est-ce que tu n'as pas été choqué par le fait que le départ d'Anthony Davis des Lakers n'a pas été accompagné d'un message de LeBron James du style Salut mon ami, toi et moi on a gagné un titre, j'oublierai jamais ces quelques saisons passées ensemble, c'est formidable. Le mec, il a juste dit non, je savais pas, non. Et Anthony Davis qui vient de dire J'y crois pas récemment une seule seconde. que les gens me disent
Je n'étais pas au courant, je n'arrive pas à y croire une seule seconde. Ça m'a fait tellement rire parce que le petit tacle à son ami LeBron était pas loin. Est-ce que c'est pas bizarre quand même, Charlie, que LeBron n'ait absolument n'est pas fait de communiqué de presse par rapport au départ d'Anthony Davis? Bon, je pense qu'il sait. Ça se fait, quoi, non? Oui, mais je pense qu'il sait très bien que plus il en fait, et plus il y a des gens qui vont dire arrête de te foutre de notre gueule, quoi, tu vois. Non, mais franchement, je pense que c'est ça. Hein. Ah, mais c'est sûr, Parce que je crois aussi. effectivement, déjà les déclarations d'Anthony Davis sur ça a été mon buddy pendant 6 ans et tout. Enfin, franchement. Qu'est-ce que. Ouais, en fait, je m'en fous. Honnêtement, la communication de LeBron, c'est vraiment pour moi un truc qui est tellement insupportable que j'évite de me pencher dessus. Effectivement, oui, c'est choquant. Enfin, vraiment. Moi, ce trade, ça me rend très triste pour les fans des Mavs, mais ça me rend aussi triste pour Anthony Davis, hein, parce que qu'est-ce qu'il en prend plein la gueule, à la fois par le comportement de LeBron, le comportement des Lakers, la manière avec laquelle il est considéré par les gens qui analysent ce trade, ça me rend triste pour lui. Mais oui, effectivement, il aurait mérité un hommage. Ouais. C'est assez fou. Moi, je trouve ça assez fou quand même. Parce que je m'étais jamais penché sur ce côté-là du transfert. J'étais vraiment resté concentré sur l'injustice vis-à-vis des fans des Mavericks et ainsi de suite. Enfin, tout ce bordel avec Luka Doncic, quoi. Mais c'est vrai que plus les jours passent, plus les semaines commencent à passer également. Et il n'y a pas... Anthony Davis a gagné un titre avec cette foutue équipe, quoi. Ouais. Et que sans lui, s'il n'y avait pas de titre, clairement, c'était pas possible. Donc, foutue équipe. Non, mais... les Lakers, quoi. Ouais, voilà, ouais. Les fans des Lakers, on rigole, d'accord, c'est du basket. Non, il rigole pas du tout, il le pense à 100%. Mais voilà, mais c'est quand même fou, moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas un petit mot, un petit truc, merci Anthony, c'était sympa, quoi. Non, le gars, il est parti, ouais, salut, ciao. Ils sont trop contents, tu sais. Bref, c'est horrible. Je trouve ça horrible. Il y a Julien qui nous a posé une très très bonne question. J'adore cette question, qui nous parlait des projets de reconstruction. Orlando et Houston, super projet. On voit où ça va en venir et tout ça, patati patata. Effectivement, très très bon projet. Et il pose la question, mais Utah, c'est quoi l'objectif que cherche à faire Danny Ainge? Et j'ai trouvé cette question-là extrêmement intéressante parce que c'est le cas de d'autres franchises. D'ailleurs, il souligne également Toronto après l'arrivée de Brandon Ingram. Charlie, est-ce que tu veux commencer à répondre à cette question? Ah non, vraiment, sur le Jazz, je vais te laisser. Hein. Ok. Parce que moi-même, je me la pose, la question. Donc non, mais alors, justement, pour moi, c'est ce genre d'équipe, que ce soit Utah et Toronto, alors qu'ils ne sont pas du tout au même niveau de comment dire, de reconstruction et de projet. Même pas de modèle, parce que Toronto a déjà des joueurs qui développent, en fait. Voilà. Mais Utah aussi, ils ont des joueurs qui développent. Oui, mais pas au même stade, quoi. C'est ça que je veux dire. Pas du tout au même stade. Et ils ont quelques joueurs assez intéressants, mine de rien. Keyonte George, comment il s'appelle cette espèce de gars là, Brice Sensabo. Je sais pas si c'est pas comme ça qu'on prononce. Je suis pas encore au fait de la prononciation de son Isaiah Collier. Des mecs comme ça. Il y a des joueurs qui sont pas dégoûtants et il y a des fois ça joue bien, des fois ça a de la gueule, franchement, sur le terrain. Utah, ils sont pour moi dans une logique pour l'instant où ils essayent d'accumuler des assets, des pics de draft. C'est ce qu'ils font, hein. C'est un peu la stratégie d'OKC, on va dire. C'est le modèle Sam Presti. Alors ça dure peut-être plus longtemps, mais eux, ils n'ont pas eu, comme le Thunder, l'opportunité de faire venir un gars comme Shai Gilgeous-Alexander parce que ils ne sont pas encore greffés. Mais je pense que l'idée, c'est ça. C'est un jour, soit de se greffer sur un transfert et de récupérer des talents. Idéalement, un talent... l'histoire de Shai Gilgeous-Alexander, elle est quand même... C'est rarissime dans la ligue, ce genre de situation. Et après, Utah, je pense qu'il joue le pic de draft. Il joue un joueur qu'ils vont drafter et qui tout d'un coup va devenir potentiellement un franchise player ou qui aura cette capacité où tu verras ce joueur et tu te diras, ah lui, il a un potentiel de franchise player. Mais je pense que des équipes comme ça, c'est ce qu'elles font. Et Toronto, c'est pareil. Toronto, alors, on peut toujours dire,
Comment il s'appelle? Le general manager, s'il te plaît, aide-moi. Excuse-moi, pardon, j'ai pas entendu. Le general manager des Raptors. Masai Ujiri. Ouais, mais c'est le président. Oui, voilà. Enfin, c'est lui qui Ouais, pilote Masai Ujiri. Ouais, tout à fait. C'est lui qui pilote les opérations. On va dire que depuis qu'ils ont remporté le titre à Toronto, il est un peu moins fringant dans ses deals et tout ça, parce que lui, c'était un sacré numéro pour faire pour faire venir des joueurs, dénicher des talents, construire un effectif. À la preuve, il l'a fait avec les Raptors. Bah, le titre des Raptors lui doit énormément, évidemment. Ouais. Voilà, et il a réussi à se greffer et à récupérer Kawhi Leonard en sachant très bien que c'était très probablement un emprunt d'une saison. Bref, il a réussi son coup, ça a bien fonctionné. Là, aujourd'hui, Toronto, ils ont Emmanuel Quickley, ils ont Scotty Barnes, ils ont RJ Barrett, ils ont Brandon Ingram. Ces mecs-là, ils sont à peu près sur un timing en termes de contrat qui est pas loin d'être similaire à une saison près, il me semble. Donc, ils sont pour les 3, 4, 5 saisons à venir, ils sont signés, quoi. Toronto, le but, ça va être à peu près la même chose. Ça va être de développer des jeunes joueurs, pourquoi pas se greffer à des transferts, récupérer des pics de draft si tu peux, jouer le milieu de tableau, et puis après espérer de choper des pics de draft qui même, on voit bien, même si tu es en milieu de tableau au premier tour de la draft, si tu es dans les 10e choix, tu as moyen de récupérer des vrais talents. Donc je pense que la stratégie de ces équipes-là, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Malheureusement pour eux, des équipes comme le Jazz, comme les Raptors, comme le Thunder, comme les Nuggets, comme plein d'équipes NBA, il y a très peu d'équipes qui sont des gros marchés. Ouais, qui sont attractives. Qui sont attractifs, quoi qu'il arrive. Ils savent très bien qu'ils vont aller récupérer des free agents. Eux, c'est pas le cas, donc il faut se démerder comme ça, quoi. Essayer de jouer un petit peu à la périphérie et voilà, mettre la main sur des talents. Je pense que Danny Ainge, tant qu'il n'arrivera pas à mettre la main sur un talent de premier choix, il continuera de faire ce qu'il fait. Oui, je pense que c'est effectivement le cas, parce que tu l'as dit, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est des franchises qui ne sont pas attractives sur le marché des agents libres, donc mis à part miser sur la draft et sur les trades, ils n'ont pas beaucoup d'autres possibilités. Moi, j'attends de voir un peu ce qui va se passer avec Lauri Markkanen, quand même, parce que ces derniers temps, il me semble que c'est au mois de janvier, il a fait une sortie dans la presse en disant que franchement le tanking c'était chiant, quoi, que ça devrait pas avoir sa place dans le sport professionnel, que il avait bien conscience du fait que la franchise n'avait pas le choix et donc qu'il acceptait parce que c'est comme ça que ça fonctionnait en NBA, mais on sent que ça le tend un peu et qu'il aimerait bien passer à autre chose. Donc on va voir. Écoute, après. Ça, c'est typiquement le genre de joueur que Utah peut transférer pour récupérer des pics ou pour récupérer de jeunes talents. Ouais, ou pour monter dans la draft. Non, bien sûr, c'est des éléments Par qui exemple, sont importants. Tu peux transférer un mec comme Markkanen, tu peux le transférer à une équipe qui estime que Markkanen est la dernière pièce pour aller à une équipe comme les Warriors, par exemple. Il a été longtemps, la rumeur l'a souvent annoncé aux Warriors, pardon, oui, tout à fait. parce que les Warriors auraient donné potentiellement tu récupères Kuminga, Moody, des pics de draft. Tu peux récupérer des assets comme ça. Et ça pour une équipe comme Utah, ça peut être intéressant. Voilà. Je pense que Danny Ainge, après, lui, il vise le home run, tu vois, il vise le gros coup, quoi. De toute façon, en fait, c'est toujours pareil. Un processus de reconstruction, ça a une timeline qui est variable, en fait. Si le Jazz met la main sur Cooper Flag, par exemple, cet été, peut-être que leur processus de reconstruction sera un peu accéléré. S'ils sont déçus par la loterie, peut-être qu'au contraire, ça sera un peu prolongé. Enfin, en fait, c'est très difficile aujourd'hui de savoir combien de temps ça peut durer, parce que c'est très variable, en fait. C'est ça. En fait, il faut identifier les talents que tu as dans ton équipe. Il faut comprendre que toutes les franchises NBA scoutent tous les joueurs en permanence pour savoir qui fait quoi, comment, pourquoi. Et pour le jour où tu as une décision importante à prendre, que tu puisses la prendre en connaissance de cause, quoi. Et je pense effectivement ces équipes-là, elles font ça. Maintenant, un mec comme Danny Ainge, si tu es fan d'Utah, effectivement, tu peux trouver le ton long. Maintenant, je comprends plus la stratégie d'un Danny Ainge à Utah que des équipes qui vont jouer en permanence le milieu de tableau, comme les Bulls, par exemple. Où ça, typiquement, c'est des stratégies que j'ai plus de mal à comprendre. Alors, que tu crois dans le talent de ton effectif, que tu te dises, ah tiens, il y a moyen qu'on se qualifie en playoff, ok.
qu'on passe un tour. Ah non, finalement, ça marche pas. Après, je pense qu'il faut savoir passer à autre chose. Et quand tu restes dans le ventre mou de la ligue, de ta conférence, ça, j'ai plus de difficultés à comprendre ça, tu vois. Ouais, après pour les fans, au moins quand t'es dans le ventre mou, les matchs ils ont de l'enjeu, tu vois. Moi, si je suis fan de Chicago, demain, Ouais. tu vois, je regarde les matchs en me disant, bah là il faut gagner parce qu'on est dans les places du play-in, mais on est quand même pas très très loin de la 11e. Enfin, tu vois, il y a quand même un peu plus de saveur devant les matchs, quoi. Ouais, ouais, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. Hein, Moi, personnellement, ça me gaverait, personnellement. non mais en fait, je suis d'accord avec toi sur le côté long terme, effectivement, subir ça sur le long terme, effectivement, ça pose la question de la politique du front office et de la direction. Mais au quotidien, je préfère quand même que les matchs ils aient un enjeu. C'est sûr. C'est quand même Parce plus que agréable. les Bulls, ils ont pas fait grand-chose. Enfin, ils font rien depuis un bout de temps maintenant. Les Hawks, qui sont 9e de la conférence Est, qui sont juste devant eux. Les Hawks, ça peut justifier. Ils ont fait les finales de conférence en 2021, un truc comme ça. Donc pour le coup, tu te dis, ouais, bon, eux, ils sont montés dans le Final Four de la NBA il y a pas longtemps. À la rigueur, ça se tient que ils sont en train de réajuster et tout d'un coup, tu es un peu plus patient parce que les fans ont vécu une finale de conf, ce qui est pas rien, quoi. Il y a pas tant que ça de clubs qui font des finales de conf. Les Bulls, c'est juste triste depuis un bon moment, quoi. Depuis trop longtemps, je trouve. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, on verra ça. Jérôme, lui, nous pose des questions alors très intéressantes sur les coachs. On va réunir ces deux questions-là, notamment sur Mitch Johnson, le coach des Spurs, le coach intérimaire des Spurs. Est-ce qu'il va être conservé si Pop ne revient pas alors, Pop qui a donné des nouvelles d'ailleurs, qui a dit qu'il espérait pouvoir revenir la saison prochaine, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que s'il revient, il pourra être totalement en bonne santé, Bien sans sûr. risque, sans rien, tu vois, c'est ça. C'est la seule chose enfin, c'est le truc le plus important de très très loin. Voilà. Et si jamais c'était pas le cas, moi je vois pas pourquoi il garderait pas Mitch Johnson, quoi. Il y avait aussi une question sur Chris Finch. Est-ce qu'il était menacé à son poste après l'arrivée des nouveaux propriétaires? Donc moi, Mitch Johnson, je pense qu'il n'y a aucune raison de changer ce gars-là. Je trouve qu'il faisait du très bon boulot. Franchement, la situation dans laquelle il s'est retrouvé était pas du tout évidente. Et je trouve qu'il a plutôt bien géré. Et là, maintenant que Victor Wembanyama est sorti pour la saison, bah, il va devoir, je sais pas trop comment ils vont réagir, ils vont aborder cette fin de saison, les Spurs, mais parce que là, ils sont quand même plutôt invités à tanker plutôt qu'à gagner des matchs. On verra bien Bah ce qui ouais. va se passer. Et pour Chris Finch, je pense pas qu'il soit menacé par les nouveaux propriétaires. Il en a déjà parlé à plusieurs reprises, Chris Finch, parce qu'il n'avait pas été embauché, par exemple, par Tim Connelly, parce que je pense que Tim Connelly aussi, lui, la question se pose. Tim Connelly, Chris Finch, il avait été engagé par Gerson Rosas, qui est au Knicks maintenant, qui avait été viré quelques temps après son recrutement d'ailleurs aux Wolves. Et Chris Finch a dit qu'il s'entendait bien avec les nouveaux propriétaires, qu'il avait déjà eu des échanges avec eux avant même qu'il y ait ce fameux arbitrage entre eux et Taylor, et Glenn Taylor, le propriétaire qui veut s'accrocher Bah oui, parce ils étaient à déjà son dans la équipe. franchise en fait. Ils étaient déjà propriétaires minoritaires de toute façon. Oui, voilà, ouais. Donc apparemment, oui, il s'entend bien avec eux. Puis comme il dit, ça ne relève pas de son choix. Tant qu'il a le vestiaire, je pense qu'il n'y a aucune raison de changer côté Minnesota. Alors moi, j'ai regardé un peu en fait donc déjà Chris Finch, il a été prolongé par Tim Connelly. Effectivement, il n'a pas été nommé par lui, mais il a été quand même prolongé. Et d'après ce que j'ai cru comprendre moi, c'est en fait Tim Connelly, c'est notamment Alex Rodriguez, donc qui est un des deux nouveaux propriétaires, qui l'a convaincu de De rejoindre les quitter Wolves. les Nuggets Voilà. pour rejoindre les Wolves. En fait, il y a une interview de lui, d'Alex Rodriguez lors de la Summer League 2023, où il est extrêmement élogieux sur Connelly, sur son bilan avec les Nuggets, et où en fait il explique qu'il faisait partie du rendez-vous décisif, etc., etc. Donc moi j'ai assez envie de croire j'ai envie de croire qu'ils vont être dans la continuité du boulot qui a été fait depuis 2-3 ans, et effectivement ce serait logique de conserver Chris Finch, qui a un bilan assez remarquable quand même depuis son arrivée en 2021. Donc sur la question de Chris Finch, moi je pense pas du tout qu'il soit menacé. Maintenant, pour les Spurs, je trouve que c'est très difficile de se projeter parce qu'en fait, on ne sait pas quelle sera la timeline en fait. Partons dans un scénario où Pop ne revient pas la saison prochaine,
quelle est la situation physique de Wembanyama? En fait, si les Spurs abordent la saison prochaine avec un groupe au complet, l'ambition d'aller en play-off et de déjà poser des maux de tête à de nombreuses équipes à l'Ouest, pour moi, la question du maintien, elle va se poser parce que je suis pas ultra convaincu, moi, par son coaching jusqu'à présent. Je trouve que, franchement, San Antonio, ça ne joue pas très bien. Les fins de match, notamment, c'est parfois un peu n'importe quoi. Je suis pas très convaincu par ses choix de rotation non plus. Donc, j'attends un peu de voir comment ça va se passer. Si Wembanyama n'est pas revenu en début de saison prochaine et que la franchise n'a pas de grosses ambitions, je pense que c'est tout à fait possible de donner à Robinson la possibilité de montrer Ami Johnson. Johnson, pardon, oui, j'ai bugué moi-même en fait en disant non, pardon. À Johnson la possibilité de montrer ce qu'il peut faire en ayant l'équipe en main du début à la fin. Faut pas oublier qu'il a pris l'équipe dans des conditions particulières. Hein. C'était l'assistant de Pop depuis des années, mais c'est quand même pas la même chose d'avoir la main sur la préparation, etc., etc. Mais bon, on verra. En fait, c'est difficile de savoir parce que par exemple, si Budenholzer, par exemple, qui a longtemps aussi été dans le staff de Popovich, qui est un de ses héritiers, n'est plus à Phoenix à ce moment-là, est-ce que sa candidature sera envisagée? Si la Ouais. franchise sort du prisme coach formé par Popovich, quid par exemple d'un Nick Nurse si l'aventure se termine à Philadelphie? En fait, je trouve que c'est hyper difficile de se projeter aujourd'hui parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblera le marché des coachs et on ne C'est sait vrai. pas en fait quelles seront les ambitions des Spurs. Et ça, pour moi, ça peut vraiment tout changer. Si les Spurs sont ambitieux dès la saison prochaine, je trouve que ça vaut le coup de se poser la question en fonction de quel coach est disponible. Je sais pas, j'imagine Mitch Johnson avec une trajectoire à la Joe Mazzulla. Alors, est-ce qu'il va aller gagner le titre dans 2 ans? Je suis pas sûr, mais je vois bien les Spurs. Et c'est tout à fait possible, hein. Et moi je croyais Je pas trouve en ça Mazzulla, par difficile exemple. je trouve ça difficile de juger sa saison, même s'il a eu le temps effectivement d'installer ses rotations et de faire ses choix stratégiques sur le terrain et tout. Euh, moi, je trouve que l'équipe, il a eu l'arrivée de De'Aaron Fox à la trade deadline. Je trouve que toute cette saison des Spurs est quand même une saison extrêmement difficile à gérer, Tout à à fait. naviguer en tant que coach. Il a 38 ans. Il est pas nouveau dans la ligue, mais voilà. Non, mais c'est pour ça, moi je suis d'accord. Enfin, je te dis, Mais t'as raison. Budenholzer, par exemple, s'il est libre, t'as raison. La question se pose immédiatement de se dire, est-ce que tu vas pas aller chercher un gars qui qu'il y a était plus de références. voilà, qui était le bras droit de Popovic et qui pourrait revenir reprendre les rênes de l'équipe, qui connaît bien la franchise. Effectivement. Et là où tu vois, là aujourd'hui, les Spurs, avec Wembanyama et De'Aaron Fox, les ambitions ne vont faire que grimper en flèche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen que ça aille pas crescendo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça. Pour moi, ça va quand même beaucoup dépendre du contexte, en fait, à la fois des Spurs et à la fois de la NBA au global, enfin, de la situation des coachs libres en NBA la saison prochaine. C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment se faire une opinion. Et de toute façon, il faut pas oublier que Popovic, qu'il revienne, enfin, s'il ne revient pas, il aura son mot à dire sur l'identité de celui qui prendra la relève. Ça, c'est sûr. Ouais. Jérôme avait aussi 2 questions. Alors, sur les déceptions, on va dire, de la saison, sur les Sixers, notamment avec les nouvelles de la santé concernant Joel Embiid. Et Paul George qui a décidé d'arrêter de faire des podcasts pour se concentrer sur la conquête du titre. Et puis les Suns qui, eux, sont hors course des playoffs à l'heure qu'il est. Toutes les équipes devant eux sont en train d'essayer sont en train de faire le break, en fait, clairement. Et les Suns n'ont jamais été aussi menacés, là, de ne pas faire les playoffs du tout. Ils ont plus de 3 matchs de retard sur les Kings. Les Kings, ils sont à 30 victoires, 28 défaites. Les Suns sont à 27 victoires, 32 défaites. Ça va commencer à devenir vraiment très compliqué pour les Suns. Bah surtout que là ils regardent derrière eux. Hein. Enfin, en fait moi si je suis fan de Phoenix aujourd'hui, je suis obligé de regarder derrière parce que sur la période récente ils ont quand même perdu 2 fois contre Portland. Enfin tu vois Ah non mais complètement. Ouais. Et puis alors ils ont que le calendrier qui est à venir, il est catastrophique. Enfin je veux dire c'est que des équipes qui sont dans la course au titre. C'est Minnesota. Là il va y avoir les Pelicans contre qui ils ont perdu la nuit dernière là. Ils ont les Pelicans encore, en back-to-back, je crois. Ensuite, ils ont Minnesota, les Clippers, Denver, Dallas, Memphis, Houston, Sacramento, les Lakers. Après, tu souffles un peu, tu as Toronto, Chicago. Après, tu as Cleveland, Milwaukee, Boston, encore Minnesota, encore Houston, Milwaukee, Boston, New York, Golden State, OKC, San Antonio, Sacramento. Oh, mon gars, mais jamais ils feront les playoffs.
Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'enfin, là, et encore, Jamais ils font les playoffs. moi, je trouve que Jamais. t'es sympa en parlant du fait qu'ils ont rencontré des playoffables, parce que même quand ils jouent des non playoffables, en fait, ils gagnent pas. Donc, enfin, vraiment, moi, Complètement. ouais, pour moi, Phoenix, j'ai du mal à y croire. En fait, en ce moment, sur la période récente, Phoenix, c'est la pire défense de la ligue, hein. Sur les 15 derniers matchs, c'est la pire défense de la ligue. Alors, ok, la blessure de Wembanyama leur enlève un adversaire direct dans la course au play-in, mais ouais, tu l'as dit, l'écart est en train de se creuser avec Sacramento. Là, sur les 10 derniers matchs, ils sont sur 2 victoires, 8 défaites. Dans le lot, bah, je l'ai dit, il y a des défaites contre Portland qui les talonnent, eux, pour le coup, au classement, et qui est dans une bien meilleure forme qu'eux, pardon. Enfin, ouais, je crois pas du tout que cette équipe puisse aller. Enfin, s'ils arrachent une place en play-in, je crois qu'ils peuvent aller en play-off, parce que c'est une équipe qui sur un match peut battre tout le monde, mais déjà sur une série, jamais de la vie. Et pour moi, rien que le fait de rentrer dans les places du play-in, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est hallucinant cette histoire de Phoenix. Non, et puis en C'est plus, enfin, tu vois, quand tu suis un peu l'actualité autour de cette équipe, je suis désolé, mais en ce moment, on entend quand même vachement plus de discussions sur pourquoi KD a refusé d'être tradé à la deadline et sur où est-ce qu'il jouera la saison prochaine que sur ouais. d'éventuelles solutions pour cette équipe. Je pense que ça veut tout dire, en fait. Et puis on parle plus de Devin Booker. En fait, ce mec-là est devenu totalement transparent dans la ligue, Mais quoi. ça me rend tellement triste, franchement. Il, n'a- il est absolument ignoré dans toutes les conversations basket. Enfin, c'est fou, quoi. C'est triste, hein. Franchement, c'est. Ouais. Alors il était, t'as l'impression qu'il était enfin qu'il était en train de vraiment s'installer définitivement sur le devant de la scène après le parcours des Suns en finale NBA en 2021. Et là, le mec, il est aux abonnés absents total, quoi. Ouais. Et Joel Embiid et les Sixers, alors là, je sais vraiment pas quoi dire, les amis. Là, il y a plus les mots. Il y a plus les mots pour parler des Sixers. On entend là de oui, machin, il faudrait faire des trucs drastiques, que Joel Embiid arrête de jouer au basket pendant un an. Et c'est pas ce que j'avais dit à un moment ou un autre qu'il fallait arrêter de faire jouer ce gars-là. Si, bon, il y a pas Il y longtemps, a, hein, il on y a a, il parlé. y a, il y a- ouais, il y a 2 mois, un truc comme ça. Je l'avais dit, ou en décembre, je crois que j'avais commencé à parler de ça, en disant ça sert à rien, ça sert à rien. Arrêtez tout de suite, arrêtez les frais, mettez-le au frigo, faites en sorte qu'il soit enfin en bonne santé, faites en sorte qu'il guérisse de tout ce qui pose problème. T'as tellement investi d'argent en lui, c'est pas possible de continuer comme ça. Et là, je sais pas pourquoi, mais enfin, pour moi, ça devient une farce en fait, les Sixers. Mais une mauvaise farce, c'est-à-dire que Paul George et Joel Embiid, c'est quand même 2 joueurs extrêmement problématiques qui te prennent une portion non négligeable de ton salary cap pour utiliser un euphémisme. Et derrière, t'as plein de joueurs prometteurs, quoi. Tyrese Maxey, Jared McCain. Enfin, je veux dire, il est temps pour les Sixers à mon avis, de faire autre chose, quoi. Sauf que Paul George, comment tu t'en débarrasses? Mais voilà, mais comment tu fais autre chose? Bah, tu vas pas pouvoir, ouais. Parce en fait, pour moi, cette franchise, elle est en train de complètement se tromper de priorité. Eux, ils sont en train de continuer à essayer de batailler pour aller en playoff, ce qui déjà me semble hautement ambitieux, voire même trop optimiste. Mais en fait, je suis désolé, mais aujourd'hui, la priorité pour les Sixers, c'est d'éviter la catastrophe industrielle. Parce que Embiid, son contrat, il court jusqu'en 2029 avec des montants qui sont Mhm. compris entre 55 et 68 millions. Et Paul Et Paul George, George, il en est où, lui? 2028 avec des montants entre 49 et 56. Et C'est, mais c'est... ce max offert à Paul George, il a dû croire à une blague. Et le mec, il a dû se dire, mais quoi? On m'offre vraiment le max? Mais donc ouais, en Trop fait, cool. là, l'urgence là pour les Sixers, c'est absolument d'éviter la catastrophe. Et pour ça, il faut mettre les deux au frigo et faire en sorte qu'ils soient capables de disputer quelques matchs la saison prochaine pour éventuellement pouvoir arnaquer une franchise. En fait, Ah, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis c'est, entièrement d'accord avec ça. et c'est trop triste, hein, franchement, courage Tyrese Maxey, parce que le pauvre quoi, quand il regarde le payroll de son équipe, il doit se dire que le retour des ambitions, c'est vraiment pas demain la veille. Et franchement, il mérite mieux que ça, ce joueur. En C'est fait, trop triste. voilà, c'est ça. Ce qui est horrible pour moi dans ce projet, c'est Tyrese qui a eu une évolution que peu de monde pouvait prévoir et prédire à son entrée dans la ligue, même si c'était un très bon prospect en sortie d'université, hein.
Mais là, c'est devenu un joueur absolument exceptionnel. Ouais. Et un All-Star en puissance. Je pense qu'il va devenir All-Star, ce joueur. Bah, À un moment. pas si les Sixers repartent sur des années de néant, Ouais. en fait. C'est ça qui est triste, quoi. C'est... Ouais, non, franchement, courage aux fans des Sixers. Hein, moi, c'est une situation. Bah, il a fait son premier All-Star, il a fait son All-Star Game déjà, Tyrese Maxey. Il est All-Star déjà. Ah Mais bah oui, en 2020, oui, l'année dernière, ouais, oui, bien ouais. sûr, oui, oui, Mais pardon. c'est un joueur qui peut vraiment être All-NBA team, enfin, qui a vraiment une capacité d'être bien, enfin, de devenir le nouveau visage de cette franchise quelque part. Bref, on verra bien, mais ouais, les Sixers, moi, je persiste et je signe sur ce que je disais il y a quelques temps. Maintenant, c'est trop tard, hein. Mais ils auraient dû clairement dire stop bien avant et dire on va faire en sorte de protéger notre investissement et de faire en sorte qu'il puisse marcher à nouveau, quoi. Mais en fait, au-delà, enfin, soit le protéger, soit même le valoriser, parce que effectivement, là, quand tu vois Joel Embiid sur un parquet, ça donne pas envie. Et ouais, franchement, moi je te dis, quand j'ai vu la question, là, quel avenir pour les Sixers, je savais pas quoi répondre en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible d'envisager un avenir, sans même parler d'un avenir radieux, un avenir correct pour les Sixers. Je vois même pas comment c'est envisageable. Ouais, complètement, ouais. On va essayer de passer les dernières questions. On va essayer de passer plus rapidement. On va essayer d'aborder ces questions-là pour les gens qui ont pris le temps de nous les poser, notamment Olivier qui pose une question très intéressante. Alors, il a été bah, forcément marqué par le transfert de Luka Doncic et il était fan de Dallas. Wembanyama s'est blessé aux Spurs, il était fan des Spurs. Et il nous dit, tiens, quelle équipe vous me recommanderiez de suivre désormais pour la fin de saison? Alors moi, je t'en ai mis quelques-unes, mon cher Olivier. Je pense que tu peux, les yeux fermés, te mettre à suivre les Rockets. Je pense que c'est vraiment une équipe fun à suivre dans la fin de saison, là. Je pense que c'est vraiment une équipe qui peut te donner du plaisir. Et les Cavaliers aussi, c'est une équipe à l'Est qui, je pense, dans son jeu, dans la façon, enfin, dans la façon dont ils pratiquent le basket, ça peut être très fun à suivre. Voilà les deux équipes que je te recommanderais pour pallier à l'absence de tes deux choix initiaux. Ouais, c'est une question que je trouve difficile. Moi, mon premier réflexe en lisant la question, ça a été de me dire, il faut pas lâcher l'affaire. En fait, Doncic, c'est une porte d'entrée pour aimer les Mavs, mais il y a d'autres joueurs attachants dans l'équipe. Moi, je sais que dans mon cas personnel, c'est Kobe et Shaq qui m'ont fait aimer les Lakers dans un premier temps, mais petit à petit, c'est d'autres joueurs qui ont approfondi mon lien avec la franchise, des mecs comme Lamar Odom, Ron Artest, Pau Gasol, dont j'ai adoré le jeu, parfois la personnalité. Et de la même manière, je me suis beaucoup attaché à beaucoup de jeunes joueurs draftés ou non par la franchise, notamment entre la période Kobe et la période LeBron. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que le comportement du front office puisse décourager les fans et que l'envie d'aller voir ailleurs se fasse sentir. Et ouais, dans ce cas, bah, ça dépend un peu de ce qu'on aime dans le basket, quel genre d'équipe et de franchise t'apprécies. Moi, c'est clair que si je devais commencer à suivre la NBA en 2024-2025, bah, j'aurais du mal à pas aimer le Thunder ou les Rockets. C'est des équipes qui se reconstruisent avec des finances saines, des choix pertinents à la draft, qui mettent l'accent sur la défense, sur le hustle. C'est des équipes qui sont passionnantes à suivre. Et surtout, leur avenir s'annonce tout aussi passionnant, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, mais des équipes comme OKC ou Houston, les décisions de leur front office respectifs dans les mois qui viennent vont avoir un impact énorme sur le paysage NBA des prochaines saisons. Mm. Donc effectivement, ouais, je te rejoins. Houston, par exemple, je pense que c'est l'équipe idéale à suivre si on commence à suivre la NBA. Et il nous a fait un truc très drôle. Alors ça, j'ai adoré ça, cette question-là. Il nous dit, ouais, je trouve qu'il y a plus de divas en NBA. Faites-nous un classement des trois plus grandes divas all-time. Et lui, donc, il dit James Harden en 1, LeBron en 2. Et il me dit, j'ai presque envie de mettre Luka Doncic en 3. Et alors moi, j'ai fait j'ai essayé de me sonder un petit peu ma tête pour voir ça. Alors, moi, je mettrais effectivement LeBron en bien classé aussi. Ça alors. Ah, c'est marrant, hein. Ouais, marrant, ouais. Ah non, mais c'est le king du passif agressif, LeBron James. Ah non, mais Ça, t'inquiète, c'est mon numéro 1 du classement Diva All Time. voilà, ça, tu peux pas me l'enlever. Non, Donc, non, c'est mon numéro 1. LeBron, le GOAT des divas. Et j'ajouterais dans les joueurs passés,
parce que je suis vieux, je mettrais Carmelo Anthony, qui était une bonne tête Pas de, mal, ouais, c'est vrai, ouais. qui était, une bonne tête de cochon, et Dwight Howard. Alors, Dwight Howard, son départ d'Orlando, le départ d'Orlando de Dwight Howard, c'était en mode je suis une diva et j'essaie de forcer la main de tout le monde et j'essaie d'enfumer le monde entier. C'était quand même top niveau, quoi. Top niveau Dwight Howard. Le mec, il est passé de joueur adoré de la NBA après ses victoires au concours de dunk à un des joueurs les plus détestés qui soit, quoi. Et tout ça en l'espace de 2-3 ans, ça s'est passé, quoi. C'est quand même une masterclass de comment détruire ta réputation, quoi. Ouais, alors, attends, du coup, t'as LeBron, Melo et Dwight Howard, ok. Écoute, Ouais. je trouve que c'est très compliqué. En fait, je vais redire un truc qui me semble essentiel. Moi, les classements all-time, j'y arrive pas, parce que vraiment, les exigences et la présence médiatique, elles diffèrent Non, du mais là, tout au c'est tout. pour déconner, Oui, Charles. mais justement, attends, regarde. Euh, Dans sa question, il met des mecs bosseurs et sérieux comme Kobe ou Jordan, ça me manque. Comment aurait été perçu Ah. Jordan s'il y avait le même environnement médiatique dans les années 80-90? Aujourd'hui, on raconte avec nostalgie, un petit sourire en coin, que le mec il joue au poker toute la nuit. Mais de nos jours, un joueur qui fait ça, il se retrouve à la une de tous les tabloïds, il est ciblé par les critiques sur son hygiène de vie. Donc, en fait, je trouve Il aurait été transféré si il avait été au Mavericks. bah, non, ouais, alors ça peut-être, oui. Tu sais que j'y ai pensé en plus. Oui, Jordan, En il fait, fume des cigares et c'est puis pour ça que je trouve ça il joue au compliqué de. blackjack. C'est pour ça que je trouve ça compliqué de comparer les époques. Tu vois, par exemple, un mec comme Scottie Pippen, on parle jamais de lui comme étant une diva. Pourtant, au moment de la première retraite de Jordan, en demi-finale de conférence, Scottie Pippen, il refuse de rentrer en jeu pour la dernière possession du match parce que Phil Jackson décide un système pour Kukoc plutôt que pour lui. Un truc comme ça de nos jours, Ouais, mais ouais. ça prend une ampleur de fou. Ça Et prend une ampleur de fou. même la fin de son contrat aux Bulls était Bah catastrophique. ouais, C'est-à-dire que, vu qu'il avait signé lui-même, hein, il avait signé lui-même un contrat de merde, et après, il estimait de pas être payé à la valeur de ce qu'il faisait. Mais personne l'avait forcé à signer son contrat. Et je me souviens qu'il s'était fait opérer en pleine saison. Ça, on le voit dans le documentaire, là. Le fameux documentaire, comment ça s'appelle déjà? ah, Que... l'horrible documentaire là, de Mais non, celle de. oui, oui, enfin, le truc sur Netflix, là, de Jordan, là. The Last Dance, Voilà, c'est où on ça. voit qu'il décide donc de se faire opérer Qui pendant est la un saison horrible docu. 97-98. Et voilà, c'est une décision qui était quand même sacrément discutable pour un joueur professionnel, quoi. Ouais, et même Kobe en fait. Enfin, tu vois, moi Kobe, attention, hein, j'adore Kobe, c'est un modèle en termes d'éthique de travail. Ça reste une des plus grosses brutes à ce niveau-là de l'histoire de la ligue. Il a quand même pris la franchise des Lakers en otage sur les dernières années de sa carrière. La seule vocation sportive de la franchise, c'était de lui offrir une sortie magnifique. Chaque soir, c'était un cirque dont le seul but était de faire briller Kobe. Est-ce que c'est pas une forme de comportement de diva? Tu vois, donc c'est pour ça que moi, comparer les époques, j'ai vraiment trop de mal. Donc moi, je vais me restreindre à notre époque à nous. Et sur notre époque à nous, pour moi, c'est LeBron, KD et Harden. Enfin, je veux dire, Ouais. LeBron, on va pas en reparler, mais il est constamment dans l'écriture de son propre scénario. Il se met en scène d'une manière. Enfin, vraiment, moi, j'invite tous les gens qui doutent de ça à revoir la dernière campagne de playoff de LeBron avec les Cavs avant qu'il signe aux Lakers. Les attitudes sur le parquet, c'était de la mise en scène constante. Il se montrait épuisé, il donnait l'impression d'avoir le monde entier sur ses épaules, d'être Ouais. seul contre tous et tout. Enfin, vraiment, c'était que du storytelling pour justifier le fait qu'il allait partir. Et au quotidien, il nourrit sa propre légende par des fuites calculées dans la presse, par des déclarations. Enfin, c'est épuisant. Et KD et Harden, bah, ça me semble assez évident en termes de déclarations, de choix de carrière. Kevin Durant, il est en guéguerre contre les médias depuis des années parce qu'il s'estime mal aimé, mal perçu, pas reconnu à sa juste valeur. Enfin, c'est sans fin. Donc ouais, pour moi, ces trois-là, à notre époque, sont les maîtres Mais, de la diva. en tout cas, tu soulèves un point important, effectivement, c'est le côté médiatique, en fait, la dimension médiatique où Bah ouais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, ainsi de suite, on a un œil beaucoup plus, enfin, on a un flux d'informations beaucoup plus prononcé qui nous arrive et qui nous fait croire, enfin, qui nous donne peut-être une vision plus complète de ce que fait un joueur ou de ce qu'il ne fait pas, nous donne alimente cette sensation qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut jamais oublier qu'on a sûrement une vue parfois assez biaisée. Et je le dis en tant que fan, moi qui essaie enfin, qui lit sur la NBA tous les jours, qui essaie de me renseigner tout le temps, parce que c'est ma passion, bien évidemment. Euh, et je pense que voilà, il faut toujours ne jamais oublier le fait il y a sûrement des choses
qu'on perçoit mal ou dont on n'a pas vraiment idée, quoi. Ouais, et puis, enfin, tu vois, moi, sur le fait de comparer les époques, enfin, vraiment, je vous jure, le rôle d'une star NBA en 2025 n'a rien à voir avec le rôle d'une star NBA en 85. Enfin, aujourd'hui, on leur demande de se prononcer et de s'impliquer dans tout, dans l'aspect politique, dans l'aspect social. Tous ces côtés-là, Michael Jordan, il en a été complètement préservé. Et donc, d'une certaine manière, c'était beaucoup plus facile pour lui de préserver une image de mec qui n'est pas une diva, tout simplement parce qu'il était beaucoup, beaucoup moins exposé, quoi. Oui, après, Jordan, il était imbuvable avec Jerry Krause. Ouais, voilà. Mais ouais, après, voilà, c'est aussi Et The la Last guerre Dance, entre... je suis désolé, mais c'est quand on parle de storytelling insupportable avec LeBron, Mhm. The Last Dance, c'est ad nauseam du storytelling. Ce documentaire, à ce niveau-là, il est terrible. Mais c'est ça le problème aujourd'hui des documentaires, on va dire modernes, c'est qu'il y a, c'est souvent des productions qui sont faites main dans la main avec les joueurs dont on parle. Bien sûr. Donc quelque part, c'est totalement biaisé en fait. Enfin, il y a aucune, Bah, c'est du storytelling. voilà, il y a pas de dimension critique, il y a pas de volonté de montrer autre chose que ce que le joueur accepte de dire, quoi. Ouais, Donc c'est extrêmement dommage parce que tout à fait. nous, en tant que fans, ce qu'on veut savoir, c'est un peu les coulisses, mais un œil, on va dire, le plus critique, enfin assez critique aussi, tu vois, pour nous donner enfin, nous permettre de nous plonger un petit peu dans la réalité de ce que ça pouvait être à l'époque. C'est malgré tout, quoi qu'il arrive, assez difficile de trouver ça. Moi, un des trucs que j'ai le plus aimé lire sur Michael Jordan, sur la façon qu'il avait d'être et ainsi de suite, c'est ce qu'a pu écrire Phil Jackson, notamment Eleven Rings, où il explique un petit peu comment c'était justement dans le vestiaire des Bulls et à quel point, selon lui, l'importance de Scottie Pippen dans ce vestiaire était primordiale, quoi. Jordan était ultra important d'un point de vue compétition, d'un point de vue avec l'intensité qu'il imposait à tout le monde, mais des fois de façon maladive. Comme Bryant d'ailleurs. Je pense que c'était deux personnes, c'était très désagréable de les côtoyer au travail. T'étais leur collègue, bon, je pense que tu les portais pas dans ton cœur, quoi. Mais je pense, Très clairement. il faut être très... Et, et, Pardon, et vas-y, Phil vas-y. Jackson, rappelle bien que sans Scottie Pippen pour faire le lien entre Jordan et le reste du vestiaire, sans Scottie Pippen pour avoir la balle dans les mains et distribuer les ballons et justement participer à cet équilibre, ce que le Phil Jackson a fait lui de façon consciente en donnant des responsabilités à Scottie pour lui permettre d'avoir ce rôle-là. Et tu te rends compte du caractère éminemment stratégique de Scottie dans cette histoire, quoi. Et je pense que ça fait partie aussi de l'amertume qu'a eu Scottie Pippen plus tard par rapport à la vision qu'on a de son rôle exact dans la dynastie des Bulls, quoi. Tout à fait. Et effectivement, ni Kobe, ni Jordan, tous ces mecs-là ne sont pas des gens... Enfin, c'est pas des mecs sympas en fait. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est une question de mentalité. Ces mecs-là sont programmés pour devenir les meilleurs du monde. Ils sont obnubilés par ça. Ils se donnent les moyens pour le faire du début à la fin. Et en fait, accéder à ce statut-là, accéder à cette élite-là, ça demande un mental extrêmement particulier en fait. Tu dois vouloir bouffer les mecs qui sont à côté de toi, les mecs qui sont avec toi. Moi, c'est un truc, j'en serais absolument incapable. Et c'est aussi peut-être ce qui explique que j'ai jamais été très brillant en sport, mais je crois vraiment que le principe de compétition, quand tu vises l'élite absolue, bah c'est difficile d'être un mec sympa, quoi. Complètement. Et moi, je veux dire, Jordan, c'est mon GOAT tous les jours, hein. C'est pour moi, j'ai même pas besoin de réfléchir 2 secondes pour l'affirmer. Mais ça, c'est encore une fois, c'est des avis qui sont très personnels. Donc, donc voilà. Dans quelques On va années, ce terminer. sera Jokic. Ah oui, mais Surtout que lui, pour le coup, il a pas l'air d'être méchant. ah non, mais là, pour le coup, Jokic, mais même sans être méchant ni quoi que ce soit, ouais, c'est un joueur qui, à mon avis, a vraiment l'opportunité de. Mais moi, il y a aussi la dimension basket, tu vois. C'est ce qui m'énerve aussi dans tous ces débats du GOAT, du joueur all-time, tout ça. Parce qu'on aborde un sport collectif d'un point de vue individuel qui, pour moi, est un non-sens de base. Tout à fait. Tu comprends? Ouais, ouais. Déjà, c'est un non-sens. Par contre, quand je vois Jokic, ce qu'il fait sur un terrain, sa capacité à s'inscrire dans un collectif et à élever le niveau autour de lui. Par exemple, Magic Johnson, aujourd'hui, Irving Magic Johnson, je trouve que c'est un joueur sous-coté
de façon incroyable. Parce que ce joueur avait justement cette capacité d'élever le niveau de jeu de tous ses coéquipiers. Et c'est pour moi la qualité première que tu dois avoir sur un terrain de basket, quoi. Non seulement il était capable d'être individuellement dominant, mais en plus, sa présence sur le parquet élevait le niveau de tous ceux qui étaient autour de lui. Et ça, pour moi, ce sont des qualités qui sont absolument déterminantes au basket. Absolument, oui, non mais absolument, et je suis d'accord que Magic est souvent un peu sous-estimé. Mais là encore une fois, tu vois, lui, s'il avait dû faire face à la médiatisation des années 2020 à son époque, qu'est-ce qu'on aurait entendu sur lui? Le mec organisait des orgies après les matchs quand même, hein, tu vois. Oui, avec Jerry Buss, le propriétaire. Ouais, ouais. Et il y avait toutes les connexions avec Hugh Hefner de Playboy Magazine et tout ça. Enfin, les trucs. Oui, non mais c'est ça, c'est que vraiment, en termes de responsabilité, c'est un truc de fou. Les joueurs de ces générations-là ont été beaucoup plus tranquilles et sereins que les joueurs des générations qu'on connaît actuellement. Vraiment, dirons-nous que c'était pas des trucs qui circulaient dans la presse grand public, quoi. Voilà. Il fallait vraiment être hyper au fait pour être au courant de tout ça, quoi. On va terminer sur une question de Tom qui ressemble un peu à la première question qu'on a traitée. Tiens, quel est le joueur que vous connaissiez peu et dont vous êtes tombé amoureux du jeu cette année? On a la même réponse, toi et moi. Vas-y, dis-moi. Bah, je pense que tu le sais, hein, c'est un joueur qui est à Houston, non? Ah ouais, exactement. Putain, la vache. Ah ouais. C'est qui? C'est Fred Amen VanVleet. Thompson. Je déconne. Amen Thompson. Je suis fan absolu de ce mec. Et j'avouerais que j'ai pas suivi qui était ce gars-là à sa sortie de l'université. Sa saison de rookie, elle m'avait plu, mais voilà, quoi. Mais alors là, laisse tomber. Là, depuis le début de la saison, je suis en transe totale devant ce joueur, quoi. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas un mec à qui où je me dis à ce point-là, putain, là, aujourd'hui, je vais pas avoir le temps de regarder le match de Houston, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Exact. Non, mais clairement. Non, mais c'est marrant que on a la même finalité. Ouais, Amen Thompson, ouais, clairement. Et c'est pareil, tu vois, c'est un joueur de seconde année, mais waouh, la vache, quoi. La gifle qu'il nous a tous mis là cette saison. Ouais, et puis lui, pour le coup, en fait, il a ce côté ultra intriguant de tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Qu'est-ce que ce gars va devenir, en fait? T'as l'impression qu'il peut devenir ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je disais dans les équipes potentiellement à suivre pour te consoler d'ici la fin de saison, si t'as perdu les équipes tes équipes de cœur, on va dire. Houston, ça me semble être un bon choix, quoi. Ouais, même si je me demande comment ça va se terminer, cette histoire. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est quand même bien fun, quoi. Ouais, regarder. Donc voilà. Merci Charlie pour ce mailbag. Bah écoute, merci à toi et puis merci à tous ceux qui ont posé des questions. Ouais. Puis pour voilà, encore une fois, toutes les remarques et tous les mots sympas que vous avez eus dans vos mails, ça fait toujours énormément plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis voilà, on vous remercie de suivre et d'écouter le podcast régulièrement. C'est vraiment cool. Voilà, Charlie, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. On retrouvera les sujets habituels. Peut-être qu'on fera mon sujet Toumani Camara. Là. J'ai envie qu'on se penche plus en détail sur ce joueur. On verra selon ce qui se passe, parce qu'il se passe pas mal de trucs en ce moment en NBA quand même. L'actualité est dense. Chers auditeurs, nous on se retrouve donc pareil la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un excellent week-end. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.